écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes toujours en 2024, nous sommes le 16 janvier, c'est l'anniversaire de mon frère, bon anniversaire à lui, et c'est l'épisode 349, le CES, les trois lettres, CES, Consumer Electronic Show, le salon de Las Vegas qui nous présente chaque année les innovations en matière d'appareils tech, a eu lieu du 7 au 10 janvier. Alors on a fait l'épisode la semaine dernière à peu près sur sa fermeture, on n'en avait pas parlé dans l'épisode précédent, mais c'était pour mieux revenir dessus. Alors je dois dire que c'était à mes yeux un CES avec une version assez classique, avec son lot de trucs malins, des trucs bizarres, voire même des trucs qu'on peut qualifier peut-être de loufoques, comme toujours, avec, et oui, vous vous en doutez, cette année forcément, son lot de contenu pensé avec l'IA. On va vous faire la revue de presse et notre sélection de ce qu'il fallait retenir. On a aussi d'autres sujets qu'on va pouvoir partager ensemble, des changements dans les entreprises d'Elon Musk, en l'occurrence X et SpaceX, enfin des petites évolutions, des licenciements qui se sont enchaînés dans d'autres entreprises, et un peu de jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, celui qui a suivi assidûment toutes les parutions autour du CES pour nous faire une restitution complète et exacerbée. C'est Guillaume Poggiasmala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Mais ça va, je suis épuisé. J'étais au C'est vrai ? CES, j'étais à Las Vegas. En esprit, en tout cas, j'ai passé toute la semaine là-bas. T'as ton décalage horaire encore, t'as le jet lag, comme on dit quand on voyage beaucoup. Est-ce que tu te prépares à la vague de neige qui arrive là ? Moi, j'ai des alertes, tu vois, il y a l'école qui a commencé à dire ne mettez pas vos enfants à l'école jeudi, il va y avoir neige, verglas, etc. Est-ce que t'es concerné là où t'es, toi ? Moi, je suis concerné par de l'eau qui coule, mais de manière liquide. Du ciel de même, plutôt liquide. D'accord, bon, écoute, moi, ce sera à l'état neigeux et avec de la glace. Donc on va chausser les crampons et on va mettre une deuxième épaisseur de doudoune. Mais en attendant, plutôt que de parler météo, on va plutôt faire un bisou à Stio, salut à toi, et à Baptiste Magarian, à toi aussi. Et oui, parce qu'ils sont venus sur patreon.com/techcafé et ils ont accepté de nous soutenir. Un abonnement à Patreon, ça vous coûte en fait que quelques euros par mois. En réalité, pour être très concret, c'est même 1,50 € par semaine. Donc pour un épisode hebdo plus un épisode supplément. Après, vous avez même la possibilité de participer avec des montants plus élevés si vous le souhaitez, bien entendu, pour une durée limitée si ça vous convient, sans engagement. Et donc évidemment, vous vous en doutez, ça fait une réelle différence pour nous au quotidien dans la production du podcast. Vous profitez en échange d'un flux privé pour écouter le podcast sans la pub. Et puis, c'est une petite nouveauté 2024, vous allez également pouvoir accéder à, je ne sais pas encore comment les appeler. Tu sais que les nommages chez moi, Guillaume, c'est toujours un peu compliqué, mais on va les appeler des meet-up virtuels privés. C'est quelque chose que je voulais mettre en place depuis pas mal de temps maintenant. Et l'idée, c'est tout simplement que vous puissiez découvrir un sujet, voir un intervenant qu'on souhaite vous partager. Alors, j'ai fixé la date, là, le 1er février. C'est en train de se mettre en place. Ce sera un jeudi, probablement en soirée, après la fin d'après-midi. Ce sera Valkan, que vous connaissez peut-être. En tout cas, c'est un monsieur qui fait un podcast, La Semaine de Valkan, et il explique un petit peu en fait ce qu'il fait. Il fait son petit récap hebdo, mais il parle assez régulièrement dans ce récap des outils qu'il utilise pour s'organiser. Il utilise Obsidian, que vous connaissez peut-être. C'est un outil de prise de notes en format Markdown qui est assez sympa. Et donc, il va venir nous en parler pendant un petit moment. Alors, et vous pourrez lui poser des questions. Moi, j'aurai plein de questions à lui poser. Et si vous voulez y accéder, il suffit tout simplement de nous soutenir sur Patreon au moment où il va faire sa présentation. Et alors, si jamais le format plaît, si jamais vous êtes plusieurs à y assister, on pourra même renouveler le dispositif avec d'autres sujets. Avis aux intéressés. Et autre avis aussi, un avis Apple Podcast qui a été déposé en décembre 2023 par... Alors, tu vas voir, c'est assez génial, Guillaume, parce que c'est un avis qui est simple et qui se suffit à lui-même. Tu vois, il est très simple, mais il en jette. C'est un avis de Charlotte ENC qui dit « Je vous écoute depuis Charlotte en Caroline du Nord ». Et en fait, c'est une personne qui a déposé son avis sur Apple Podcast États-Unis. Donc, tu vois, c'est la classe. Et un grand merci à toi d'avoir déposé cet avis, évidemment. Commentez les épisodes sur techcafé.fr. Rendez-vous également sur Discord, où on discute entre nous et avec vous. techcafé.fr/Discord. 2 interactions rapides qu'on va aborder. D'abord, il y a un commentaire de Amaury69 de fin décembre qu'on n'avait pas relayé, qui nous remercie 1000 fois, Guillaume, pour ce podcast qui est devenu son compagnon des trajets quotidiens. Et il dit grâce ou à cause de vous deux, et tu vas voir que c'est surtout grâce ou à cause de toi, Guillaume,
Le PC qui croupissait au fond du bureau s'est vu offrir une belle RTX 3060 et une nouvelle alimentation pour explorer Stable Diffusion de fond en comble. Donc oui, il fait référence aux épisodes dossiers que tu avais construits, Guillaume, qui nous expliquent comment faire tourner Stable Diffusion en local sur nos propres machines. Et il complète quand même, et je voulais réagir, il dit dans l'épisode d'aujourd'hui, encore une fois c'est en décembre, perdu au milieu du torrent de contenu excellent, je mets un bémol concernant la news sur le leak Insomniac Games que j'avais un petit peu partagé. Relayer que la société s'est fait pirater des téraoctets de données qui ont ensuite diffusé sur le net est important. Cependant, en décrire le contenu me semble encourager cette pratique et accentuer la pression sur le studio en dévoilant ses secrets. En projetant cela dans un contexte personnel, c'est comme si on se faisait pirater notre boîte mail et que nos informations personnelles, salaire, santé, secrets de famille, étaient dévoilées à tous. Je comprends, je lis pas tout son avis, je comprends ton commentaire à Maurice69, il y a eu ce sujet d'aborder sur les réseaux sociaux je m'inscris un petit peu dans la position de Kassim Ketfi qui a écrit l'article qui m'avait servi à relayer les sujets. Je comprends tout à fait ton point de vue, j'ai quand même du mal à comprendre la spécificité du monde du jeu vidéo où effectivement ce type d'information qui est dévoilée pose plus de problèmes que dans d'autres domaines, j'ai l'impression, mais peut-être que c'est moi qui vois une différence là où il n'y en a pas. Et quand même, je reprenais les éléments de Kassim où il a été sélectionné avec beaucoup de soin, je trouve, ce qui était pertinent de relayer dans le cadre de ce leak, sans pour autant dévoiler de secrets et aller dévoiler des choses qui en plus seraient pas forcément pertinentes dans le cadre de développement de jeu. Donc, je comprends ton point. En même temps, ça me semblait important d'apporter des éléments d'information. Ça me fait malgré tout réfléchir. Un autre retour, il a été adressé sur Discord et c'est toi qui l'as identifié, Guillaume. Je cite, « Je voulais réagir sur un point du dernier podcast sur Elon Musk qui attaque la constitutionnalité d'une agence fédérale américaine. Quoi qu'on pense d'Elon Musk, il y a de nombreux précédents, même en France. Par exemple, Orange a attaqué à plusieurs reprises l'ARCEP sur ce thème. » Il nous donne un lien vers un des exemples sur le serveur Discord, sur le site du Point. Assez cocasse quand on sait que l'actionnaire majoritaire d'Orange est l'État français. T'as identifié ce commentaire, Guillaume ? Oui, bah oui, c'est vrai que j'avais complètement zappé ce truc-là, mais oui, c'est vrai, Numéricable donc avait attaqué l'ARCEP en 2013. Donc elle était anticonstitutionnelle, elle a été jugée anticonstitutionnelle, il a gagné effectivement, et donc sa structure a été changée pour pouvoir être légitime, si tu veux, dans son pouvoir de sanctionner les fournisseurs d'accès, dans son pouvoir de sanction. Et en 2019, oui, il y a eu rebelote, Orange a lancé une QPC. Une QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité pour contester les mises en demeure à son encontre. Alors là encore, c'était le principe de séparation des pouvoirs qui était en cause, donc il y avait trop de mélange, d'après l'Orange, trop de porosité entre les pouvoirs d'enquête, de régulation, de sanction, voilà, selon donc, l'opérateur historique. Et cette action n'a mené à rien, voilà, puisque maintenant, en fait, on le sait, et c'est assez récent, puisque donc, la QPC a été déposée en 2019, donc c'était un recours déposé auprès du Conseil d'État qui a été rejeté en avril 2023. Donc c'est quand même intéressant de voir en effet qu'en France aussi, il y a des procédures contre des organismes d'État, avec plus ou moins de bonheur, donc merci à Strive92 de nous avoir pointé ça. On adore quand vous faites des retours comme ça, en plus c'est toujours bien écrit, bienveillant et respectueux, et franchement on kiffe les communautés de podcasts à ce sujet, et vraiment on est très preneur de vos retours, continuez, on adore ça. Mais on va plutôt, Guillaume, parler du CES 2024. Donc ça va, on va commencer à se remettre un petit peu de ton jet lag peut-être, et puis il faut qu'on partage quand même ce qui nous a marqué dans ce CES et ce que tu as vu passer toi dans la presse au sujet des annonces, Guillaume. Écoute, on y retourne, oui, la semaine dernière, c'était le CES 2024 à Las Vegas, donc mardi dernier, en fait, c'était le début, ça a commencé le 9, et donc le CES, voilà, c'est immense, et on ne peut pas ne pas revenir dessus forcément. En plus, on a un petit peu plus de recul, donc c'était un bon CES, quoi, je veux dire, 140 000 visiteurs. Bon, c'est un truc qui s'étend sur la ville entière, il y a 30 halls immenses, donc il y a toutes les grandes marques, bien sûr, et les plus petites dont on parle ici, parfois, mais il y en a aussi des milliers, littéralement, de petits exposants, on peut pas parler de tout, je crois qu'on parle de 3600 exposants au total, quand même, donc c'est monstrueux. Et c'est un véritable Disneyland pour geeks, en fait, Et parfois carrément au sens strict, c'est-à-dire que le salon est rempli d'écrans géants de tous les côtés, il y a des attractions, il y a presque des roller coasters, enfin j'exagère à peine, il y a des murs d'écrans, des écrans transparents, des écrans boules, des écrans relief, des centaines de trucs à tester, des véhicules plus ou moins improbables dans lesquels tu peux monter ou pas. Il y a des robots barman, des robots brasseurs qui vous payent un coup, des patins roulettes robots, que vous voudriez bien avoir d'ailleurs pour vous aider à parcourir les dizaines de kilomètres d'expo, et donc c'est impossible de couvrir ça totalement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le secteur de l'électronique grand public semble se porter pas mal quand même, parce que
La modestie, la sobriété, c'est quand même pas pour cette année-là. On l'avait dit la semaine dernière, l'IA est partout, sur le salon, à tort ou à raison. Tout est intelligent maintenant. Alors, intelligent, ça veut plus dire connecté. Intelligent, ça veut dire avec de l'IA dedans. Et quand je dis tout, c'est vraiment presque tout. Des frigos, chez Samsung, des coussins, des matelas, chez Derucci, des sièges de bureau, des friteuses, des fours, des barbecues, des autocuiseurs, des jumelles, des chatières, des trucs pour les chiens, pour les oiseaux, pour les cosmétiques, pour la mode, et même des sacs à dos. Et oui, il y avait des sacs à dos AI Backpack, dont le principal atout est d'avoir un écran dessus. Donc vous avez un écran sur votre dos qui peut afficher la tête de votre chien, un message inspirant, ou un gros doigt, comme vous voulez. Bon, dans cette liste, évidemment, la moitié des trucs IA ne contient pas vraiment d'IA. Il faut dire qu'aujourd'hui, tu sais, on ne dit plus le mot algorithme. Ça a disparu, ça. Maintenant, on dit IA, voilà. Le moindre truc qui utilise un programme ou quelques statistiques, c'est de l'IA. Et puis même pour ce qui utilise vraiment du machine learning, c'est pas forcément de l'IA générative. D'ailleurs, ça pourrait peut-être provoquer des déceptions dans le public, parce que cette année, on a beaucoup confondu IA générative avec IA tout court. Et sur le salon, finalement, il n'y avait pas tant que ça d'IA générative, en réalité. Donc ce sera assez facile de balayer tout ça dans l'envers-de-main en disant que c'est de la hype, que tout est creux. Bon, c'est le cas pour pas mal de produits, je pense. Un grill IA ou une friteuse IA, ça me semble pas vraiment nécessaire, tu sais, moi. Je me suis toujours pas remis des grille-pains connectés. Mais tu vois, sans IA, les simples grille-pains connectés, je m'en suis toujours pas remis, moi. Alors t'imagines, avec les friteuses avec IA, mais bon, c'est vrai que moi, dès que j'ai un timer, je vois pas trop la valeur ajoutée, tu vois, si t'aimes tes frites bien cuites, tu mets le temps que tu veux, et puis voilà, quoi. Mais bon, c'est comme ces frigos intelligents, j'en peux plus, les frigos intelligents, j'en peux plus. Je me rappelle plus un CES où il n'y a pas un frigo dit intelligent avec un gros écran sur la porte. D'ailleurs, je me rappelle pas non plus avoir jamais vu de frigo intelligent ailleurs que sur le CES ou une vidéo sur Internet, tu vois, j'ai jamais vu. C'est pas arrivé chez Boulanger ou Darty, effectivement. C'est-à-dire, cette année, il y a une caméra dedans, dans les trucs Samsung, là, il y a une caméra dedans, et ça vous envoie le contenu du frigo par texto. Donc c'est super. Un frigo, c'est typiquement un truc durable, que tu gardes entre 10 ou 20 ans, tu vois, donc tu rajoutes bien sûr dedans tout un ensemble de fragilités, de sources de panne, et une bonne couche d'obsolescence rapide avec des logiciels et des puces qui sont dedans, qui évoluent très très vite. Bon, c'est vraiment une super idée, ça. Et puis bon, au passage, puisque c'est rapide, on va aussi plier les sujets, le durable, l'écologique, cette année, c'est au ZEF, point. Voilà, cette année, on s'en fout. On met de l'IA partout, donc on augmente les besoins de calcul des appareils, et puis c'est de nouveaux appareils, donc il faut les changer, parce que votre grille-pain, il n'a pas d'IA. Vous allez pas regarder un grille-pain de pépé quand même. Vous allez changer votre grille-pain. Et puis, il y a des écrans qui sont toujours plus lumineux, avec des écrans transparents, où on peut donc mettre des écrans partout, même sur les fenêtres, sur les portes, partout. Bon, c'est évidemment, le durable, c'est pas cette année. Bon, quand même, pour tout l'enfumage, parfois au sens propre, qu'il y avait au CES, on pouvait quand même sentir une tendance de fond réelle. Au sens propre, parce que tu parles des barbecues, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Je parle des appareils pour fumer la viande en intérieur qui m'ont passionné. Et bon, on pouvait ressentir une tendance quand même de démocratisation progressive, mais nette, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Parce qu'il y a beaucoup de robots aussi au CES, il y en a toujours, mais on sent que certains se rapprochent quand même vraiment d'une concrétisation et de quelque chose d'utile pour les pros ou les particuliers. Par exemple, Walmart avait un hall entier, il présentait des robots pour ses entrepôts. Il y avait une multitude de solutions de bras robots autonomes aussi, ou semi-autonomes, qui étaient déjà assez précis et assez polyvalents, quoi. Donc, disponibles pour être déployés dans une boîte assez vite. Et d'une manière générale, par exemple, des choses comme la reconnaissance vocale, ou la traduction simultanée, ou la vision par ordinateur, c'est des domaines de l'intelligence artificielle, pour le coup, vraiment, qui se banalisent complètement. C'est comme si c'était des trucs un peu résolus, quoi. C'est utilisé dans des appareils dédiés ou des robots industriels, autant que dans plein de robots plus domestiques. Il y avait des caisses de robots aspirateurs, tondeuses, piscines, etc. Et puis il y avait des robots assistants aussi, évidemment, dont Bolly ou Moxie, et puis celui de LG dont j'ai oublié le nom, peu cher. La vision intègre donc des gadgets improbables comme des jumelles, mais finalement, c'est plutôt cool, et c'est assez incroyable de se dire que ça existe, ces trucs. Oui, je sais, c'est des jumelles qui reconnaissent les oiseaux. Et moi, c'est vrai que ça me parle un peu, parce que mes parents vivent en campagne, et ils aiment bien observer les oiseaux, ils ont même une lunette exprès pour ça, et moi j'y connais rien du tout. Et de loin, c'est encore pire, je distinguerais même pas un condor des Andes d'un pigeon, quoi. C'est vraiment... Je suis tellement comme toi. Les oiseaux, en plus, avec ma vue catastrophique. Ouais, les oiseaux, moi je reconnais pas les marques, et donc les jumelles te permettent d'identifier l'oiseau que tu regardes, et c'est cool comme fonction. Bon, c'est les jumelles Swarovski Optics AX, et elles identifient 9000 espèces d'oiseaux, basées sur leur tronche, et puis sur la géographie aussi, parce qu'il y a un GPS, et le calcul se fait en local. Donc il y a un NPU dans les jumelles. Et bon, je trouve ça assez cool finalement. Alors je les achèterai pas parce qu'il coûte 4800 balles, donc faut pas déconner. Mais bon, et pour la voix, il y avait aussi par exemple plusieurs modèles de traducteurs simultanés, dont un au moins pouvait s'opérer sans réseau. Donc tu télécharges la langue dont tu as besoin, on en reparlera un petit peu, c'était pas mal. Donc tout ça pour dire que
quand même, au-delà de toute l'écume de la hype, on pouvait sentir une sorte de courant plus profond, où petit à petit, les gadgets commencent à mieux entendre, mieux voir, à détecter les visages et les personnes, mais aussi à les identifier, à devenir vraiment plus complexes, à se repérer mieux. Et petit à petit, ces nouveaux algos se libèrent du cloud aussi, hein, ils deviennent autonomes. Et c'était d'ailleurs une grosse part des conférences NVIDIA et AMD, par exemple. Mmh. On va parler effectivement d'NVIDIA et d'AMD tout de suite. Je reviens juste sur les jumelles connectées qui permettent de reconnaître 9000 espèces. Alors, je ne suis pas sûr que d'ailleurs ce soit que 9000 espèces d'oiseaux, si j'ai bien compris. Il y a probablement d'autres animaux de la nature que tu peux reconnaître à ce prix-là avec des jumelles à 5000 boules. Mais en fait, ce qui m'étonne là aussi, au-delà de la recherche et le développement technique, c'est la proposition de valeur en matière d'usage. Je me dis que quand tu es prêt à payer 5000 euros pour reconnaître des oiseaux dans la forêt avec des jumelles connectées, c'est que déjà à la base, tu as une base de connaissances à titre individuel qui est top. Et les passionnés d'ornithologie, les passionnés d'espèces sauvages proches de ces œufs, à mon avis, ils savent déjà extrêmement bien gérer le truc. Voire même, j'aurais tendance à leur faire plus confiance à eux qu'à des lunettes connectées basées sur de l'IA pour reconnaître les espèces. Donc, je me pose même la question de la démarche commerciale derrière ces produits. Alors ça peut être un moyen pour ces marques, on le sait aussi, d'arriver à placer justement la marque de l'entreprise derrière un concept, un prototype. Mais je crois vraiment que dans ce cas-là, c'est pas que un prototype, c'est un produit qui va être proposé. Non, Donc c'est bon, un voilà. produit. Ça m'interroge toujours quand même, tu vois. Oui, mais elles sont super chères, mais c'est le début, tu vois. Moi, j'espère que ce genre de truc se démocratisera assez vite. Ok. Ah bon, oui, c'est vrai que c'est Et peut-être qu'avec un inabordable. smartphone, demain, ça pourrait marcher tout pareil, si tant est que tu peux zoomer en optique. Oui, c'est ça. Bon, bref. Écoute, très bien. Oui, tu nous le disais, pour faire tourner tout ça, il faut des ressources, notamment des ressources graphiques. Et évidemment, il y a NVIDIA, AMD et même Intel qui ont fait des présentations, Guillaume. Ouais, Nvidia, Intel et AMD ont toutes trois tenu à des conférences CES. Il était beaucoup question d'IA sans surprise, et même d'une manière assez marrante, parce que bon, alors Intel évidemment a intégré des NPU, c'est-à-dire des unités de calcul optimisées pour le deep learning, dans sa dernière gamme de processeurs, et il veut en tandem avec Microsoft faire de 2024 l'année du PC IA, hein, je cite. Bon, il veut aussi du départ de marché du secteur automobile, donc il veut littéralement foutre de l'IA partout, il s'en cache pas. Il vient d'annoncer une puce spécifique pour les voitures, et pas seulement les voitures autonomes, hein, donc c'est un système sur puce spécifique pour l'embarquer, qui intègre des NPU, mais qui est aussi largement destiné plus largement à faire tourner tout ce qui se trouve de numérique dans une voiture moderne, donc les divers écrans, les capteurs, les assistants vocaux, etc. Bon, de son côté, AMD a annoncé une nouvelle gamme de puces Ryzen 8000G, qui, bien sûr, est mieux meilleur que les Meteor Lake d'en face, voilà, avec une meilleure GPU, mais qui surtout intègre lui aussi un NPU comme Intel, un NPU qui est encore plus puissant que celui d'Intel. Évidemment, maintenant, du coup, tout le monde a des NPU, donc Qualcomm, Apple, bien sûr, hein, qui a inauguré le bal des NPU pour ordinateur personnel avec CM1. Donc il y a aussi maintenant AMD et Intel, tout le monde donc a des puces dédiées à l'accélération du deep learning, ça y est. Et même quand il parle de carte graphique gamer, en fait, avec son nouveau milieu de gamme, hein, donc la Radeon RX 7600 XT, c'est aussi pour vanter sa généreuse quantité de mémoire vidéo. Il y en a 16 gigaoctets, ça la rend très attrayante pour faire tourner de l'IA. Et c'est même explicitement mentionné dans la conférence. Hein. De même que la compatibilité avec ROCm, donc ROCm c'est l'équivalent de CUDA pour AMD, et l'accélération PyTorch et DirectML. Et de son côté, Nvidia, qui annonçait aussi des versions super de C4070 et de C4080, sur quoi il a commencé sa conférence? Il a commencé par démontrer Chat with RTX, qui permet de discuter avec un modèle de langage open source. Hein. Donc voilà, on montre les performances de rendu sous Stable Diffusion, on ne manque pas de montrer aussi des démos de ACE, hein, la technologie qui permet de faire parler des NPC de jeux vidéo avec des modèles de langage, avec des chatbots ultra évolués, hein, la ChatGPT, pour avoir des conversations complètes et naturelles, hein, de vive voix. Et la 4070 Super, elle a aussi 16 Go de RAM. La quantité de VRAM devient importante parce qu'elle est importante pour l'IA en particulier. 16 Go de VRAM pour une carte qui est milieu de gamme, c'est beaucoup. Mais c'est devenu un critère sérieux aujourd'hui. La pop gamer se voit d'ailleurs, se voit aussi, hein, se voit souvent qualifiée de AI ready, et on pitch même de l'IA générative pour les pros. Hein. Donc on peut dans Omniverse par exemple créer une réplique d'un entrepôt à partir de photos et de plans, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est acté clairement. Les constructeurs de GPU ne font plus seulement des cartes graphiques, ils se présentent eux-mêmes désormais comme des fournisseurs d'accélérateurs de calcul pour l'IA, et ça devient un argument de vente mainstream. Et pour conclure, on peut aussi mentionner que l'intérêt du public pour les performances des GPU sur l'IA pourrait aussi ouvrir un nouveau marché avec des nouveaux acteurs pour des cartes accélératrices dédiées qui font que ça, qui font pas de graphique du tout, mais qui font que l'accélération IA. Et il y avait un exemple, hein, c'était Neuchips,
qui est une startup taïwanaise et qui propose un accélérateur sur port PCI, donc vraiment comme une carte graphique, vous l'enquillez dans votre PC pareil. Ça s'appelait le Evo, et ça accélère spécifiquement les modèles de deep learning comme Llama ou Stable Diffusion. Alors l'intérêt, c'est qu'elle le fait avec une efficacité énergétique qui est bien meilleure qu'une GPU généraliste, donc elle fait 55 watts, pour 200 teraops et 32 gigaoctets de mémoire DDR5. Alors c'est une tentative qui me rappelle beaucoup celle de Physics. Alors je sais pas si vous vous en souvenez, mais Physics voulait créer des cartes PCI accélératrices de physique dans le jeu vidéo. Donc on avait des cartes GPU, évidemment, déjà à l'époque, c'était il y a 10-15 ans peut-être. Et puis, on aurait pu ajouter une carte pour la physique, et ça n'a jamais pris. Physics a été racheté par Nvidia, puis l'accélération physique, du coup, elle se fait sur le GPU. Ça a été déporté sur le GPU qui s'occupe de tout. Donc, c'est pas simple de créer un nouveau segment comme ça. Est-ce que l'Evo est condamné à être le nouveau Physics ? Je sais pas, parce que du coup, il y a quand même une problématique un peu différente sur la mémoire, parce que c'est totalement différent. La physique, en fait, ça n'a pas beaucoup de besoin, enfin, ça n'a pas besoin d'énormément de mémoire. Ça a besoin de pas mal de calculs, mais pas d'énormément de mémoire forcément, alors que l'IA, oui, ça a besoin de beaucoup de calculs et d'énormément de mémoire. Donc du coup, si tu prends ta carte et que tu rajoutes une grosse portion, donc comme 32 Go, plaf, d'un coup, comme ça, de DDR5, c'est plus avantageux parce qu'il y a non seulement la quantité, mais la bande passante aussi qui est très importante, donc va savoir, peut-être un nouveau marché va s'ouvrir. Et la consommation, évidemment, est beaucoup plus intéressante avec des dispositifs spécifiques plutôt qu'avec des cartes graphiques, si je n'ai pas de bêtises. Enfin bon, il faudrait comparer à performance équivalente, évidemment. Non, mais c'est pas la peine. De toute façon, on est 2-3 fois mieux. 155 watts, c'est faible par rapport à une carte graphique qui fait facilement 150-200. Effectivement. Bon, écoute, c'est tout vu. Donc, peut-être un avenir derrière tout ça. Qu'est-ce que tu as vu d'autre dans ce CES ou dans les relais dans la presse de ce CES qui t'a marqué, Guillaume ? C'est vrai que les autres grands constructeurs aussi avaient beaucoup le mot IA à la bouche, Samsung et LG qui soulignent à quel point leurs télés sont intelligentes avec des fonctions variées. Certaines sont archi-classiques comme l'upscaling, tout simplement, qui s'améliorent, d'autres un petit peu moins, comme la possibilité de discuter avec ta télé pour trouver, modifier des réglages dont tu sais pas où ils se trouvent, comme ça, qui sont un peu perdus dans les menus. Je doute énormément de l'intérêt de ça. Mais... moi aussi, mais bon, après, pourquoi pas, je sais pas ça, c'est chez LG d'ailleurs. Samsung a montré des fonctions d'amélioration de l'image et de mise en évidence des contours aussi pour les malvoyants, et d'autres fonctions d'accessibilité qui sont un petit peu plus sérieuses. Et puis bien sûr, chacun avait son petit robot de compagnie tout mignon, qui sera probablement jamais en vente, parce que je pense que s'il mettait en vente, ce serait extrêmement cher, et son utilité paraît un petit peu limitée quand même. Donc il y avait Bolly, le robot de Samsung, qui n'est pas une nouveauté, puisqu'on l'a vu il y a 4 ans déjà, et puis là, ils l'ont ressorti du placard avec quelques petites nouveautés. Cette fois, il a un projecteur, et il a un chatbot, donc voilà, il faut aussi interface pour la domotique, et donc ça reste un gadget rigolo, mais bon, l'intérêt d'avoir un projecteur sur roulette et une caméra de surveillance connectée avec laquelle tu interagis sur WhatsApp, c'est pas non plus complètement évident, quoi. Donc évidemment, LG avait son aussi robot Star Wars. C'est vraiment, alors quand je dis robot Star Wars, c'est qu'il ressemble vraiment au robot qu'il y a dans Fallen Order, je crois, dans le jeu Jedi Fallen Order, avec ses deux petites papates sur roulette, là. C'est très mignon, c'est essentiellement une caméra de surveillance à roulette aussi, mais bon, ça discute, ça peut te harceler parce que t'as pas pris tes pilules. Enfin, en théorie, parce qu'on n'a toujours aucune date ni aucun prix pour aucun de ces petits robots, qui, s'ils sortent un jour, de toute façon, pour avoir un destin à la Astro, parce qu'on a déjà vu, Amazon a sorti Astro, qui est une sorte d'Alexa sur roue, et qui est d'un rapport utilité-prix pas foufou. Donc, je sais pas si t'achèterais un robot comme ça, il y a des conditions. Alors, déjà, c'est sûr que non, parce que j'ai une maison avec... alors, ça va paraître impressionnant comme ça, mais c'est une amiénoise, donc à 3 étages. Donc, ça me paraît toujours très compliqué d'imaginer une bouboule qui montrerait les étages. Et au-delà de ça, ça me paraîtrait extrêmement gênant, et je suis à peu près convaincu que dans les utilisations quotidiennes, surtout ayant 2 sources d'énormément de perturbations qui sont des enfants à la maison, sans compter le chat, je suis à peu près persuadé que ce serait l'enfer. Des enfants, des chats et des escaliers, non. Non, trop de contraintes pour avoir ce type d'appareil. Non, il faudrait plus simple pour me convaincre, un appareil qui serait un peu plus personnel, un peu plus portable. Et moi, effectivement, j'ai vu passer, Guillaume, un appareil, je sais que tu as prévu d'en parler, mais il a fait le buzz un petit peu dans l'ActuTech, et puis il a été aussi partagé sur le serveur Discord de Tech Café. C'est le Rabbit R1, qui est un petit appareil. Alors, on va le décrire vite fait. C'est une sorte de même format que, pour ceux qui connaissent, la petite console Playdate de Panic, qui est jaune là, avec sa manivelle. Bon, là, j'ai l'impression que c'est à peu près le même format. En orange vif aussi. Une petite caméra rotative, donc qui peut te prendre en photo à l'avant ou à l'arrière. Une espèce de bouton molette et un écran tactile. Et c'est tout. $200 pour une interface qui se veut peut-être demain remplacer le smartphone. Évidemment, Guillaume, il y a une dose d'intelligence artificielle là-dedans, et un peu générative d'ailleurs.
Oui, bah carrément. Alors c'est vrai que oui, le design vient de Teenage Engineering, donc effectivement, ce sont eux qui ont créé la petite console Playdate. Donc Ah, voilà, c'est eux y a qui l'ont pas. fait? Et oui, Ah OK. c'est pour Ah ça, il y a bah, pas c'est de. pour Tu ça que vois qu'il y ça a vraiment pas de ressemble. hasard, hein. Je me disais, c'est Effectivement. limite copié, mais OK, Ben non, mais d'accord, c'est intéressant. eux, ouais, ouais, c'est eux qui OK, l'ont OK. fait. Très Et bien. bon, Ah, j'avais moi pas perso, tilté, je trouve OK. pas le design Ah, foufou. j'aime bien moi. J'aime Bah, bien. parce que J'en c'est veux oui, c'est pas, mignon, mais mais c'est play school. Bon, c'est play school flashy, c'est assez ludique, ça plaît en général. Je trouve que ouais. l'écran est pas terrible, il y a quand même des grosses bordures, tout ça, mais bon, bref. Mmh. L'ensemble est effectivement, ça sent voilà, robuste, mignon, accessible, quoi, hein. Et alors, par rapport au AI Pin, évidemment, forcément, ce gadget qui a été très secret, on l'avait pas vu la semaine dernière, ça semble être une réponse effectivement au AI Pin des Human. Mais en fait, il est quand même bien différent. Bon, déjà, au moins, il est pas trop cher, il fait 200 balles, il souhaite pas remplacer Il y le a pas smartphone. d'abonnement. Voilà, donc il souhaite pas remplacer le smartphone, qui est l'ambition avouée et absurde du iPin, donc déjà, ça, j'apprécie. Et si vous l'avez pas vu un petit peu partout dans la presse, effectivement, c'est une sorte de smartphone, mais bon, vraiment, vraiment bizarre, enfin, vraiment play school, quoi. C'est un appareil qui est autonome. Il a un processeur Mediatek 2,3 GHz, il a 4 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, donc autant vous dire que c'est pas lui qui va faire le traitement IA en local, hein. Clairement, il n'est pas là pour ça. Donc une utilisation possible du Rabbit, effectivement, c'est celle d'un chatbot, d'un chat GPT, quoi, hein, d'une interface à chat GPT. Donc tu parles, il te répond. Tu prends un truc en photo, tu peux discuter de ce que tu as pris en photo, quoi, hein, le tout avec une latence qui est pas géniale, malgré, d'après eux, Ouais, c'est un vrai, OS optimisé qui réduit le temps pris par l'appareil pour envoyer les données sur le cloud, apparemment, mais bon. encore heureux, parce que Encore sinon, heureux, qu'est-ce parce que que ce c'est pas serait? non plus foufou. Mais bon, le plus produit du Rabbit, et sa grande force, en fait, je pense, par rapport au Human AI Pin, c'est ce qu'ils appellent leur LAM. Alors LAM, c'est pas la chanteuse, c'est le Large Action Model, qui maîtrise l'utilisation des applications mobiles comme GPT maîtrise la composition de poésie classique sur les carottes. Ce que je veux dire, c'est que techniquement, c'est super de savoir, enfin d'avoir un logiciel, un ordinateur qui sait composer des poèmes sur les carottes. Et des poèmes vraiment poignants sur les carottes, hein, qui te mettent les larmes aux yeux. Mais est-ce que c'est vraiment révolutionnaire pour notre civilisation? Peut-être que oui, parce que quand même. Mais Les d'un carottes, côté, c'est c'est pas important. évident. Alors, parce que ce que dit le PDG de Rabbit, c'est que les smartphones sont censés être faciles à utiliser, mais que la multiplication des applis et leurs interfaces qui sont un petit peu toutes différentes, leurs options, tout ça, c'est trop compliqué. Et donc le Rabbit Air One est non seulement capable de les utiliser à votre place, si vous lui dites simplement ce dont vous avez besoin, voilà, de vive voix, comme ça, naturellement, mais à terme, il pourra aussi apprendre à utiliser une application qu'il ne connaît pas. Donc il suffira de lui montrer comment faire. Et ça, c'est quand même cool. Objectivement, c'est assez dingue, hein, qu'une IA puisse traduire une intention exprimée en langage naturel en une série d'actions fonctionnelles sur des applications conçues pour des humains, et de faire le truc à ta place. Et du coup, Rabbit n'a pas d'API. Il n'a pas besoin en fait que les devs s'interfacent avec Rabbit, avec RabbitOS, pour que leurs applications deviennent utilisables avec l'appareil. Et ça, c'est quand même malin. Donc, je trouve pas totalement inintéressant ce Rabbit, hein, mais bon, j'ai quand même deux grosses questions. La première étant, est-ce que c'est vrai? Parce que perso, j'ai pas du tout l'impression qu'un mobile soit si compliqué à utiliser. Mmh. Dire, les applis sont souvent assez claires et simples, c'est tellement même que les enfants très, voire trop jeunes, Ouais. s'en servent très bien. Si je puis faire une parenthèse sur cette première problématique, j'allais dire oui, peut-être que pour une partie de la population, utiliser un smartphone et certaines applications, ça peut être vite complexe, mais je ne vois pas en quoi cette interface règle le problème. Voilà, parenthèse fermée. Disons, Pour ouais, cette tu population-là. dis ce que tu veux, ouais, voilà, je sais pas. Peut-être qu'effectivement, pour ceux qui sont pas, qui sont pas à l'aise avec la technologie, ils disent, commande-moi, je sais pas moi, commande-moi une omelette sur Uber Eats. Bon, ben voilà, il te commande une omelette sur Tu Uber mets Eats le, via l'appli, quoi, je sais pas. tu mets le Rabbit R1 dans les mains de ma maman, je peux te dire que c'est une source d'angoisse probablement assez monstrueuse qui va lui tomber dessus. Au début, mais est-ce qu'elle Bah, va peut-être. s'habituer Ah oui, à lui peut-être, parler? peut-être. Je sais pas, J'en tu vois, parlais à ma je maman. sais Je pas. vois. Tu vois, bon, est-ce que, je sais pas, est-ce que, donc on voit la première question, est-ce qu'une IA qui utilise le bon coin à ma place, est-ce que c'est vraiment plus utile qu'un Alexandrin sur les carottes? Je sais pas. Mhm. Et deuxièmement, pourquoi en faire un appareil plutôt qu'une application? Alors évidemment, Rabbit Alors dit là, que tu c'est tout tires de la simplement pour question. avoir plus de marge, plus de liberté, parce que du coup, ils ont la maîtrise du truc, une meilleure intégration, tout ça, ok, bon. Mais à la seconde où les constructeurs vont intégrer ça, à la seconde où Android ou iOS ou Samsung, je sais pas, vont intégrer des lames à eux dans leur OS, le Rabbit R1 n'aura plus d'objet. Mhm. Et c'est très probable que ça arrive, parce qu'essentiellement, ce dont on est en train de parler, c'est d'un copilote. C'est un Mhm. copilote pour les smartphones. Et si Microsoft insiste autant pour mettre des copilotes dans tous les PC, c'est bien possible que les mobiles suivent finalement, et qu'on ait des copilotes, des copilotes Samsung par exemple dans tous les Galaxy, et que ces copilotes soient capables de gérer des fonctions du téléphone et peut-être même des applis sur le téléphone. Donc
Je crois pas plus que ça au succès tonitruant de cet appareil en particulier, mais je pense que la patte du lapin va s'imprimer un peu partout finalement, hein. Je sais pas si ça portera bonheur au R1, mais cette idée de lame, finalement, peut-être que par contre, là, c'est assez intéressant pour le coup. Tu as tout dit, je m'inscris complètement dans les remarques que tu peux faire sur cet appareil. On va laisser nos auditeurs juger par eux-mêmes et peut-être nous faire leur retour. En attendant, on va parler de ce qui nous plaît toujours aussi dans ce type de salon, ce sont les écrans, les affichages, etc. Oui, bah oui, parce que en sortant un peu de l'IA, hein, pour revenir à des choses plus concrètes et classiques et qu'on aime bien, on l'avoue, les écrans de l'IA. Et il y en avait beaucoup au CES, hein, de toutes les formes, de tous les formats. Le truc qui a retenu le plus l'attention, c'est paradoxalement les écrans transparents, Mm. dont un peu tout le monde a parlé, voilà, vraiment dans la presse, à la télé, partout. Alors que c'est pas nouveau. Et ça fait au moins 2 ans qu'on en voit régulièrement, et que franchement, l'intérêt d'avoir ces trucs est vraiment pas clair. Parce que, alors, ce qui change quand même là, cette année, c'est d'une part qu'ils sont de plus en plus lumineux. Donc on a du micro LED, hein, chez Samsung et du Ça OLED chez LG. s'améliore, voilà, Ça progressivement. s'améliore, voilà, et qui se rapproche en plus aussi plus d'une véritable exploitation commerciale, puisque LG veut vraiment vendre ses écrans aux pros et aux particuliers. Aux particuliers qui auront les moyens, hein, voilà, et qui en veulent. Ouais. Parce que quel intérêt d'avoir une télé transparente, sachant que, bah, bien sûr, c'est nul si tu veux regarder un film, hein, bon. Alors, c'est esthétique, évidemment, on va dire, quand elle est éteinte, peut-être. Chez LG, on est tout à fait conscient, d'ailleurs, que c'est nul, hein, si on veut regarder un film, et du coup, il y a un film noir qui se glisse derrière, qui monte comme ça, pour avoir bah, une télé normale, du coup. Sauf qu'une télé transparente avec son film noir, elle est moins bonne quand même que la meilleure télé standard que tu as de la Ouais. marque. Donc, bah, elle coûtera probablement une fortune quand même. Pour les pros, évidemment, l'intérêt il est plus clair, hein, avoir une nouvelle surface pour faire de la pub. Et oui, super, on va pouvoir faire des vitrines, des portes, des panneaux transparents qui affichent plein de trucs à acheter, plein de super promos qu'il faut surtout pas rater. C'est merveilleux. Imaginez, vous allez à la boulangerie et vous avez des promos qui s'affichent sur la vitre devant les pains au chocolat, comme ça, c'est génial. Imaginez les fenêtres de tramway qui affichent des pubs ou diverses conneries sur le Ah paysage, oui. c'est fantastique. Et puis des vitres qui consomment de l'électricité, c'est vraiment un truc dont on avait besoin. Mais bon, à moins que le prix soit trop prohibitif, je suis sûr que ça va mettre des étoiles dans les yeux de plein de commerciaux, tout ça. Et bon, Ouais, puisqu'on parle de télévision, qui coûte un rein pour de mauvaises raisons sans doute, on peut évoquer la télé pliante de Cécile, qui est un monstre de 165 pouces qui se plie façon carte routière, et qui du coup, bah, quand il est plié, devient une espèce de bloc de métal, vaguement parallélépipédique et en biais comme ça, et ça passerait sans problème pour une sculpture d'art moderne. Son prix, 300 000 $. Mais bon, au moins, voilà, vous avez une télé discrète. C'est pour les gens sophistiqués. Bon, il y avait aussi des technos bien plus cool, à mon sens, et plus utiles, comme par exemple un nouveau revêtement chez Samsung qui permet d'éliminer quasi totalement les reflets, un petit peu comme The Frame, mais en mieux apparemment, où on a un écran quasi parfaitement mat, c'est assez génial. Et bon, plus généralement, de toute façon, on a une montée générale en luminosité, on a de plus en plus de micro-LED, voilà, on a aussi pas mal de nouveautés sur les moniteurs, hein, si tu veux, on peut parler des moniteurs PC pendant qu'on y est sur la lancée. Allons-y. Allons-y, parlons des moniteurs PC. Bah oui, parce qu'il y avait beaucoup de moniteurs pour ordinateur aussi. Là, on a parlé des télés. Bon, évidemment, c'est un domaine connexe, hein. Domaine connexe, on a des moniteurs PC qui sont de plus en plus gros et de plus en plus beaux, avec les habituels monstres de 50 pouces, hein, qui rentrent pas dans ton studio, à moins que tu vires ton lit. Il y a des écrans qui sont de plus en plus souvent OLED, ça y est, hein, de plus en ça, le OLED se démocratise avec des fréquences monstres. Et les fréquences monstres, c'est presque la routine. Un exemple, hein, le Dell Ultra Sharp 40 pouces courbe, qui fait donc plus que 4K, puisqu'il est en 5120 par 2160, qui atteint 120 Hz, bon, c'est de l'IPS, hein, et t'as aussi le ROG Swift OLED qui peut aller jusqu'à 240 Hz en 4K, ou 480 Hz en 1080p, et LG va même jusqu'aux 480 Hz pour du 1440p. Bon, voilà, des moniteurs très très haut de gamme. Ce qui était marrant, c'est que l'IA avait quand même trouvé le moyen aussi de se faufiler dans des moniteurs, avec le MSI MPG 321UX, qui est un écran de triche, en fait, tout simplement, puisqu'il intègre une puce qui s'appelle SkySight et qui permet, dans League of Legends, à tous les coups, enfin, pour le moment, d'afficher des infos supplémentaires que le moniteur lui-même détecte. Et donc, le moniteur détecte des ennemis qui sont hors de ton champ de vision, et du coup, bah, il t'affiche des surimpressions, des couleurs pour que tu puisses en être conscient. Il y a une petite vogue de moniteurs qui aide le joueur en affichant un réticule toujours bien visible ou des indications sur la vie, etc. Ok, C'est de la triche, du coup. C'est de la triche, hein. Ça devrait être interdit, bah, sans doute. Enfin, je sais pas. En tout cas, le débat fait déjà rage, donc c'est assez marrant. Bon, on avait aussi des trucs sexy et sans doute ultra chers, comme un moniteur portable pliant, donc chez Asus. Alors, les écrans portables, c'est très classique, bien entendu, que vous mettez en USB ou en HDMI sur votre ordinateur portable, quoi.
Mais là, il est pliant. Et donc, comme il est pliant, vous avez 2 fois la surface pour le même encombrement dans le sac. Donc, on va te déplier, Est-ce que ça c'est fait un 17 pouces. l'Asus ZenBook Duo dont tu parles parce que je voyais Non. ça comme étant 2 écrans. Non, c'est autre chose. Alors, c'est pas... non, parce je que le grille, ZenBook Duo, c'est un ordinateur. Là, je te parle vraiment d'un du écran moniteur, portable, pardon. Ok, d'un moniteur, Autant pour OLED, moi. Très bien. plat, Ouais, je pliant, vois. qui pèse à peine plus d'1 kilo. Et donc, il est ultra fin Très et bien. très compact. Quand il est plié, quand tu le déplies, c'est un écran de 17 pouces que tu peux utiliser sur Ça peut avoir quoi. son utilité là aussi quand même. Hein. Tout à fait. Alors, je n'ai pas le prix en tête, mais je pense que c'est un truc qui doit valoir 2-3 000 balles quand même. Mais bon. Ouais. Acer continue aussi dans le spatial avec de nouveaux modèles de moniteurs, enfin de nouveaux ordinateurs et écrans donc 3D sans lunettes. Donc c'est inclus. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est inclus dans des ordinateurs dont les prix quand même baissent significativement. Parce que c'est pas une nouveauté, hein, donc on a déjà chez Acer en particulier, mais par ailleurs aussi des écrans, donc des moniteurs 3D lenticulaires modernes. Donc en fait, c'est des écrans en relief, hein, qui sont comme les écrans de la New 3DS en son temps, mais qui sont évidemment beaucoup plus impressionnants. Ils sont là aussi très chers. Alors, c'est 73 huiles pour les pros, mais c'est des appareils qu'on trouve facilement entre 3 et 4 000 balles, sur les Predator Helios, hein, par exemple. Et en comparaison, le dernier de Acer, c'est le Aspire 3D15 Spatial Labs, qui est presque cadeau, parce que pour 1400 balles, t'as une machine qui est équipée d'un i7 Gen 13, de 32 Go DDR5 et d'une RTX 4050, et d'un écran en relief, et donc, considérant tout ça, c'est pas vraiment excessif. Donc pour ce prix, le suivi des jeux ne se fait que sur une seule personne, et l'écran est un peu moins lumineux que sur les hauts de gamme, mais bon, quand même, ça démocratise significativement les écrans 3D sur portable. Et c'est assez marrant parce que c'est une réminiscence forcément de ce qu'il y avait il y a 10 ans, par exemple, avec GeForce 3D Vision, qui a été abandonné d'ailleurs il y a 5 ans, hein, et les écrans lenticulaires aussi qui existaient déjà, c'est Acer il y a plus de 10 ans. Donc voilà, avec les nouvelles résolutions, évidemment ça a pris une autre dimension, hein, c'est bien de le dire. Est-ce que la 3D va prendre ? Bon. Ou bien est-ce qu'au contraire, est-ce que ces écrans sont en sursis avec l'avènement du spatial computing ? Parce que, évidemment, on en avait parlé la semaine dernière aussi, hein, mais le spatial computing, la réalité mixte et augmentée, avait une place quand même significative sur le salon. Hein. Bon, le Vision Pro aidant, et probablement, il y avait plein de gens qui faisaient des démos. Donc Asus, par exemple, avait son Air Vision M1, qui est un écran flottant micro-LED 1080p, qui couvre 57 degrés en vertical. Il y avait aussi des modèles chez TCL, chez NXTwear. Le but, c'est de connecter le PC à ces lunettes-là, et donc du coup, vous avez un grand écran totalement privé, hein, partout. L'objectif final, c'est sans doute incarné par le Spacetop, qui est un ordinateur portable mais sans écran. Donc il n'y a que le clavier, et au-dessus, il y a juste un détecteur pour voir la position de ta tête et de tes doigts, probablement. Et on y connecte une paire de lunettes de réalité augmentée qui permet d'avoir une grande surface de travail, comme un écran de 100 pouces, mais que tu es le seul à voir. Je vais pas te mentir, l'idée, je la trouve très cool, mais la réalisation et les choix... c'est exactement ça. Le problème, effectivement, c'est que le concept, il est assez clair et convaincant, finalement. Le Spacetop lui-même, moyennement, parce qu'il fait 2000 balles, c'est une machine qui n'est pas très puissante, hein, il y a un Snapdragon XR2 avec 8 Go de RAM dedans, le clavier est assez bas de gamme, les lunettes aussi sont encore perfectibles, et elles offrent un champ de vision assez réduit. Bon, ça se rapproche, on sent que ça arrive. C'est pas encore bien cuit, mais bon, écoute, peut-être qu'en 2025 ou 2026, tu pourras avoir un écran géant dans le TGV sur lequel tu peux tranquillement regarder des films pour adultes, même dans un Wigo bondé au départ des vacances d'hiver, c'est le rêve, quoi. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas si tu dépeins une situation de rêve, mais bon, pourquoi pas. Et puis on peut continuer avec tout qui disparaît, Guillaume, finalement. Oui, alors, en ce qui concerne l'audio aussi, il y avait aussi pas mal de trucs, et alors, il y avait des myriades d'écouteurs de toutes sortes, on va pas, beaucoup de true wireless, beaucoup de nouvelles performances de réduction de bruit, etc. Et il y avait d'ailleurs ce cadre, effectivement, qui est une sorte de The Frame, donc c'est-à-dire, en gros, c'est une matrice de haut-parleurs qui est cachée par un dessin, ce que tu veux en fait. Photo, un C'est juste dessin, une photo, image. que tu mets dessus. Et bon, voilà. Donc en gros, c'était une sorte de The Frame pour rendre plus discret les trucs, effectivement. Donc on veut aussi faire disparaître les haut-parleurs. Mais moi, ce que j'ai remarqué un petit peu plus significativement, c'est les nouveaux écouteurs MEMS. Donc j'en avais déjà un petit peu parlé ici. Les MEMS, c'est un nouveau type d'écouteur totalement statique. C'est qu'il n'y a pas de membrane qui On vibre. avait déjà parlé, si je dis pas de bêtises. Hein, Absolument, déjà... absolument. Donc il y avait une première génération assez chère qui est un peu perfectible, qui avait été produite de MEMS. Et le son produit par ces trucs-là, donc c'est fait par des MEMS, c'est-à-dire des composants micromécaniques qui bougent à très haute fréquence. Et donc, comme c'est des trucs micromécaniques, donc statiques, en fait, c'est robuste, ça consomme peu d'énergie, on peut moduler aussi une vaste gamme de fréquences, ça réduit l'aspect variation de pression dans l'oreille aussi,
Et on peut quand même produire des basses et faire de la réduction de bruit active, il n'y a pas de problème, tout en ayant une restitution du son plus pure, c'est-à-dire très proche du signal d'entrée, vraiment sans distorsion. Alors c'est encore rare, mais les modèles continuent de se raffiner. Il y avait des démos de Cypress au CES qui amplifient encore la reproduction des basses, qui donnent donc un rendu nettement meilleur que dans ce domaine que les rares modèles qui sont en vente actuellement. Et donc Cypress préfigure un petit peu des modèles polyvalents qui remplaceront sans doute largement les écouteurs à membrane dans cette décennie, vraisemblablement, et peut-être même les haut-parleurs, d'ailleurs, à plus moyen terme, on va dire. Donc et en fait, à la fin de l'an dernier, il y avait des modèles accessibles qui ont été mis en vente par Creative à 150 balles. Donc c'est une démo qui va probablement se démocratiser petit à petit, mais assez vite. On va continuer, Guillaume, avec les PC. Et là, on a l'impression d'assister à une forme de, je sais pas, de crise d'adolescence ou en tout cas d'interrogation sur sa raison d'être pour l'avenir avec des explorations toujours un petit peu curieuses. Qu'est-ce qu'on a en matière de PC, Guillaume? Oui, tu dis ça peut-être parce que tu as vu le Titan 18HX, qui est Oui. un 18 pouces 4K avec un Core i9, une 4090, 128 Go de RAM, 6 haut-parleurs, 4 slots SSD, des ronces de noyer, non mais presque, avec un touchpad RGB illuminé de manière flashy. Effectivement, on peut bien te respecter comme hardcore gamer avec ce bébé de 3,6 kg qui coûte 5000 balles quand même. Quand Mais même. bon, en réalité, d'ailleurs, tu sais, ce truc n'est vraiment pas du tout le pire qu'on ait vu en matière de monstre gaming. Je sais pas si vous vous rappelez du Predator 21X de 2017, qui avait donc un pas écran du tout. 21 Surtout avec un nom pouces. pareil. Ouais. Un écran 21 pouces sur un portable qui pesait donc 9 kg et qui coûtait d'ailleurs aussi 9000 dollars et qui avait deux GTX 1080 en SLI et qui d'ailleurs nécessitait une double alimentation. Comparé à ce PC qu'on devait transporter dans une valise à roulettes, ce Titan 18HX est parfaitement raisonnable. D'ailleurs, en règle générale, je trouve que les PC gamers sont de plus en plus fins et souvent de plus en plus passe-partout, relativement. En tout cas, ils sont de moins en moins absurdement typés gamer. Par exemple, si tu regardes les ROG Zephyrus G14, c'est vraiment des parfaits exemples. Ils sont très fins, très beaux, avec des écrans OLED 3K, ils pèsent 2,5 kg, ils proposent des 4070 ou des 4090, selon le modèle. Donc G14 ou G16. Ils ont un petit peu d'RGB, ils ont une bande LED un petit peu tape à l'œil au dos, mais globalement, ce sont juste de très belles machines, très puissantes. C'est compliqué de les identifier comme des machines gamers vues de l'extérieur, quand même. Exactement. Et bon, alors, ils seront aussi probablement beaucoup moins chers que 5000 balles, même s'ils seront sans doute pas donnés. Et donc, en matière de machine gaming, on avait aussi une nouvelle venue sur le secteur de la console / PC portable, c'est façon Steam Deck ou ROG Ally. Elles nous viennent de chez MSI, et sa particularité, c'est de ne pas être basée sur un AMD Ryzen, alors que toutes les autres le sont, c'est la MSI Claw, qui tourne sur un Intel, donc un Core Ultra, pas trop précisé, sauf qu'il consomme entre 24 et 27 watts. Il peut descendre à 15 watts. Donc le Claw est sous Windows 11 et la GPU Intel Arc se débrouillait pas trop mal. L'autonomie semble pour le moment pas spectaculaire du tout, 2 heures sous Forza 5, mais apparemment on peut en tirer 4 heures sur une ROG Ally, mais bon, la version présentée n'est pas définitive, alors il faudra attendre un petit peu. Mais c'est quand même plaisant de voir la concurrence sur le secteur parce que Valve est en plein compétiteur. Et au niveau de la plateforme, si tu veux, technologique ou la plateforme matérielle, c'est toujours de l'AMD, et donc c'est bien de voir un petit peu autre chose. Dans un autre form factor, on avait le PC Schizo de Lenovo, qui ne sait pas choisir entre un PC Windows et une tablette favorite, puisqu'en fait, il est exactement les deux. C'est vraiment bizarre, ça. Avec son clavier, c'est un PC Windows, donc voilà, parce qu'en fait, dans le clavier, tu as le PC Windows. Et si tu prends la tablette, c'est un Android, parce que c'est carrément une autre machine. Parce que le bas est équipé en Intel, le haut est équipé en Qualcomm. C'est fou, hein. Il n'y a pas de pont d'usage entre les deux. Moi, j'ai du mal à comprendre, mais on est presque sur deux systèmes d'exploitation, deux machines, et je pense que les deux sont totalement séparés. Deux salles, deux ambiances, deux systèmes isolés. Ouais, vraiment. Okay. C'est une machine double, pour une idée qui est un peu étrange, quand même, ça s'appelle le ThinkBook Hybrid. Et c'est parce que ça coûte quand même 2000 balles. Donc on a quand même deux appareils pour le prix de deux, en somme, tu vois. Donc bon, pas très clair. Mais bon, plus terre à terre et tout de même intéressant, le CES permet aussi de voir l'adoption progressive de nouvelles technologies importantes, sinon tape à l'œil, comme le Wi-Fi 7 et la bonne cam. Alors, tout le monde était équipé de Wi-Fi 7 sur le salon, donc on va pouvoir désormais avoir des appareils à connecter au routeur sorti l'an dernier, qui sont mis un petit peu tout seul, parce que le Wi-Fi 7, ça apporte plus de flexibilité dans la gestion des bandes de fréquences. Donc on s'adapte à la charge en passant dynamiquement d'une bande à l'autre, et on a d'ailleurs désormais 3 fréquences disponibles, les 2.7, le 5 GHz et le 6 GHz, avec des bandes plus élargies de 320 MHz, donc de largeur doublée. Et on a même une nouvelle modulation de fréquence, donc tout ça augmente significativement la bande passante et un débit qui est théoriquement multiplié par presque 5. Donc c'est une nouvelle norme qui vaut le coup, et qui en quelque sorte fait ses débuts un petit peu pratiques au CES.
Tout comme la cam d'ailleurs, hein, ce nouveau format de barrette mémoire introduit par Dell, dont on avait un peu parlé, accusé à tort au début d'être un format propriétaire. La cam en fait permet de simplifier tout simplement le design en fait des barrettes de RAM et d'accélérer aussi le cas échéant le truc puisqu'on fait faire du dual channel avec un seul module, ce qui n'est pas possible avec les barrettes DIMM. Et donc les modules cam, du coup au début c'était que Dell qui en faisait, on pensait que c'était propriétaire, en fait c'est pas du tout propriétaire, d'ailleurs il y en a alors c'est Micron qui a présenté ses propres modules. Et en fait, c'est mieux à tout point de vue. C'est-à-dire que bon, ça se visse au lieu de s'enquiller dans un slot, mais du coup, c'est aussi plus plat. C'est la connectique est un petit peu plus, un petit peu différente, mais quelque part, ça permet effectivement de gagner quelques millimètres, et donc ça pourrait convaincre les fabricants d'arrêter de souder toute la RAM à la carte mère pour gagner un petit peu d'épaisseur, quoi. C'est un crime de souder la mémoire, sachez-le. Donc voilà, si la cam pouvait un petit peu redynamiser, donc ça se fait tu vas redonner l'impulsion d'avoir des machines qui sont nettement plus que tu peux upgrader, quoi, ça serait pas mal. On continue avec les smartphones. Alors là, on a des rappels de BlackBerry. C'est un peu curieux, mais aussi de la modernité avec Asus. Ouais, les téléphones, c'est pas le cœur du sujet du CES. On a vu quelques modèles marrants, comme le dernier téléphone, gamer, le ROG Phone 8, avec sa matrice LED au dos. Donc ça continue. Asus, il continue sur ce marché qui a été abandonné par Lenovo, qui est peu porteur ailleurs qu'en Asie, faut bien le dire. Donc le ROG se distingue quand même parce qu'il est justement plutôt sobre, si l'équipe pas de son énorme bague Active Cooling, qui est un gros ventilateur que tu colles au dos, qui passerait, en gros, il passerait sans problème. Sans ça, il passerait pour un téléphone à la virilité modeste, mais sur Dell. Voilà. Bien sûr, il est bien équipé, bien entendu. OLED 7 pouces 7, 165 Hz, Snapdragon 8 Gen 3, triple capteur photo, voilà. Et bien évidemment, une gestion optimisée des transferts thermiques. Gaming oblige, donc c'est, pourquoi pas, tu vois. Bon, évidemment, il y a un saupoudrage IA, collection hiver 2024, avec des fonds d'écran génératifs et je ne sais quelle fonction de recherche de solutions en ligne, mais bon. On connaît pas le prix, donc j'arrête là pour mentionner quand même, effectivement, comme tu l'as mentionné, un magnifique bégaiement de l'histoire avec une coque iPhone qui transforme votre appareil en BlackBerry. Alors j'ai lu plein d'articles positifs sur le sujet, qui s'appelle le Clix, et qui rajoute donc un clavier physique rétroéclairé à ton smartphone. C'est jaune, c'est mignon, c'est ludique, ça a des touches toutes rondes, ça fait un bon clic satisfaisant. Évidemment, ça laisse l'écran libre et tout le monde trouve ça cool. Ben ouais, c'est cool. Il fallait peut-être pas laisser crever BlackBerry ou les variantes de chez Nokia. Si c'est si cool, tu vois, je sais pas. Ouais. Bref, je sais pas. CES 2025, la sensation est un iPhone avec clavier ou un Galaxy S25 avec clavier rétroéclairé, je sais pas. C'est plus cool pour discuter avec ChatGPT et ses copains. La presse tech du smartphone a la mémoire courte, crois-moi, parce que je suis pas certain que dans un an, on aura vu tout le monde s'équiper de coques avec clavier physique sur son smartphone. Et puis le CES, c'est aussi les voitures désormais, Guillaume. Oui, on sait désormais, le CES, c'est aussi un salon du véhicule au sens large, au sens même très large, puisque ça va des patins roulettes électriques jusqu'aux voitures Transformers, qui passent de berline à drone prêtes à décoller, c'est un vrai truc de James Bond. Et comme tous les ans, il y en a une myriade de concept cars, des concepts qui le resteront probablement indéfiniment. La voiture qui se transforme en drone, par exemple, rien que réglementairement, je vois pas comment ça se passe. Comment vendre ça. Quel enfer. T'imagines sur le périph'? Non, je vois pas. Je pense qu'on verra ça jamais. On verra jamais ça. On est dans un pays où on peut pas faire voler un drone en ville, même pas un drone joué. Alors, s'envoler à la Blade Runner parce qu'il y a trop de circulation, je pense qu'il faut oublier. De manière générale, d'ailleurs, les concepts sont souvent moyennement convaincants parce qu'ils insistent parfois sur des trucs pas très utiles, voire contre-productifs, tu vois. Avoir un écran sur la calandre, mais pourquoi faire? C'est pourtant ce qu'on voit sur un van Honda, c'est aussi ce qu'on voit sur la Fila, le concept car de Sony. Qu'on se lasse de voir à tous les salons sans jamais avoir rien de concret, ni date, ni prix, ni que dalle. Pire d'ailleurs, Sony semble beaucoup s'amuser à montrer des fonctions inutiles, voire contre-productives ou même dangereuses sur sa voiture. Elle peut se piloter avec une manette PlayStation 5, on s'en fout. Elle peut afficher les logos de Spider-Man sur la calandre, on s'en fout. On peut jouer à la PlayStation 5 en remote play sur son écran interne, super, ça veut dire que c'est quoi? C'est une PlayStation Portale d'une tonne sur roulette. On peut faire une sorte de jeu en réalité augmentée en mettant des dinosaures en surimpression sur la route avec un mini-jeu Catch the Monster. Non mais ça va pas. Mais tu conduis, putain. T'es pas sur PlayStation et que tu te vois en train de chasser les monstres avec ta bagnole? Non mais on est où? On n'interfère pas avec la conduite, tu vois. Et chaque année, on dirait que Sony fout plus de distractions dans son habitacle. La voiture a des écrans de tous les côtés. Sony, je me rends pas compte, mais c'est spécifiquement Sony, là, pour le coup, là, il a fait fort, je pense. Il y a des écrans partout, même à l'arrière. Il y a un système de son Dolby Surround bidule. Mais on s'en fout, c'est une voiture, c'est pas une base de loisirs.
C'est pas un Ouais. salon de télé, c'est un véhicule. C'est une base de loisirs et si vous voulez, ça roule, quoi. C'est Sony est en train de se perdre complètement en empilant des fonctions d'entertainment partout au mépris de ce qui compte dans une voiture. Et qui est de toute façon, cette voiture elle est pas prête et on se demande si elle sera un jour. Ce qui était Mhm. intéressant, c'était certainement pas l'intégration de ChatGPT par Volkswagen aussi qui permet à ta voiture de te raconter des histoires de dinosaures. C'était vraiment très bizarre, mais c'est plutôt Je l'ai des pas trucs vu. moins tape à l'œil, comme par exemple la Mobis de Hyundai qui a 4 roues directrices et qui donc montre une manœuvrabilité étonnante, hein, capable de se déplacer latéralement pour se garer ou carrément de tourner complètement sur elle-même. Donc elle a un rayon de braquage zéro, quoi. Elle fait demi-tour n'importe où. Ça, C'est c'est du vraiment très créneau cool. de ouf, quoi, même dans les Ah, mais conditions les c'est pires. fabuleux, c'est fabuleux. Je me demande pourquoi ça n'existe pas encore d'ailleurs. Mais bon, Bah ouais, c'est vrai. c'est fou. Quand Hein. tu vois l'enfer des créneaux. Mais oui, tu peux te déplacer comme tu veux. C'est vraiment excellent. Donc il y a une voiture sans permis solaire aussi qui s'appelle la Squad. Je suis pas totalement convaincu par le modèle, mais bon, j'aime bien l'idée. C'est une citadine sans permis. C'est presque une sorte de gros scooter à deux places à ce niveau-là. Ça fait entre 20 et 30 km par jour selon l'ensoleillement, donc c'est plutôt 30 bornes à Las Vegas et 20 bornes aux Pays-Bas. Hein. C'est 45 km/h maximal, donc c'est pour les transports quotidiens, voilà, petits transports en ville. À voir, il y a aussi la plateforme de Kia, qui n'est pas vraiment une voiture, mais un système modulaire pour créer des voitures électriques autonomes. Une sorte de Lego, avec une base de châssis et des modules configurables pour divers types de business. Donc il y a un premier véhicule monté qui s'appelle le PV5, qui est une sorte de taxi autonome, puis il y aura aussi le PV7, plus gros, une sorte de fourgon, puis le PV1, donc qui sera une petite voiture façon smart. Le tout sera largement configurable en fait pour chaque client, tu vois. Donc c'est un concept plateforme plus que de concept car. Et pour finir, bah oui, en effet, il y avait du drone. Hein. Il y avait même des drones monoplaces d'ailleurs, comme le drone Schiffler, qui n'a même pas de contrôle interne. Donc c'est un drone autonome, c'est une sorte de capsule, donc certains diront de cercueil, dans lequel tu t'assois, tu donnes la destination et tu pries. Enfin, je veux dire, tu attends. Donc il y avait aussi des taxis volants un peu plus traditionnels, comme ceux qu'on ne verra pas voler au-dessus de la capitale cet été, puisque finalement la ville a refusé la proposition d'aéroport de Mais Paris. c'était évident. Et puis au prochain JO après Paris, on C'est aura ça. encore les rumeurs avant l'événement qui nous diront il y aura des taxis volants qui n'arriveront Alors toujours pas. attention, en Chine, on en verra pour de vrai. C'est en Ah, Chine qu'on verra pour la première fois une exploitation commerciale de taxis volants autonomes. très bien. Ils ont, je crois que ça a été avalisé. Et donc, effectivement, il y avait aussi le chinois Xpeng, ou Crosspeng, non, Xpeng probablement, qui a présenté donc cet incroyable transformer qui s'appelle iRoth, comme Sephiroth, pareil, qui semblerait être un concept de voiture, de sport, de plus. Hein, voilà, quand tout est replié, c'est vraiment ça. Mais le truc peut déplier et sortir 4 rotors, qui se déplient donc comme ça en quelques dizaines de secondes, ça devient un vrai drone. Une idée folle. Alors, j'ai vu certains protos voler sans s'écraser. Après, bon, j'ai pas vu cette voiture-là voler par contre. Hein. Bon, je verrai, je sais pas quand on verra ça sur la route, et probablement jamais d'ailleurs. Oui, peut-être pas demain la veille en tout cas. Bon, et puis c'est rigolo parce que tu as listé finalement plein de choses un peu sulfureuses dans le cadre du CES, des choses qui sont un peu tape à l'œil et que vous avez probablement vu passer. Et c'est marrant de se rendre compte qu'il y a quand même aussi des propositions très intéressantes et probablement très utiles avec des réels impacts sur notre vie en société. Et pourtant, c'est pas les plus tape à l'œil, Guillaume. Bah, disons, oui, alors, par exemple, il y avait des trucs, pas mal de trucs sur la santé. Par exemple, on peut citer le BIMO de Withings, qui regroupe dans un petit appareil tout mignon un stéthoscope, un oxymètre, un thermomètre et un Plutôt électrocardiographe. cool ça. Un multi-outil médical, quoi, qui pourrait être utile en cas de téléconsultation, par exemple, aussi, pour avoir quelques chiffres de base au moins. Ah oui. Il pourrait, dans un futur proche, d'ailleurs, être certifié pour détecter la fibrillation atriale aussi, comme les Apple Watch. Et toujours donc dans le médical, il y avait un gant assez futuriste. Alors, c'est vraiment un truc, on dirait que ça sort de Gantz. Je sais pas si vous voyez, mais Gantz, ils ont des combinaisons noires comme ça. Le gant, on dirait vraiment qu'il sort de là. Mais en fait, il a une fonction qui est beaucoup plus terre à terre, puisque c'est réduire les tremblements chez les personnes qui ont la maladie de Parkinson. Donc le gant utilise des gyroscopes pour contrer les tremblements. Donc il les détecte et puis il contre comme ça. Donc avec lui, ça devient un petit peu plus facile de faire des mouvements relativement fins, comme se boutonner ou prendre un verre ou une tasse sans rien verser. Donc un appareil réel, je veux dire, qu'on peut acheter vraiment. C'est pas un proto, hein, c'est 1000$ quand même, mais bon, si ça peut aider au quotidien. Dans le même ordre d'idée, on a aussi Orcam, qui est une paire d'écouteurs. Excuse-moi, ce sera 6 000$, c'est juste qu'il est en vente à pas cher en ce moment pour 1 000$ pour une période réduite. C'est 6 000, je crois que c'était 1000 le prix. Oula. Non, c'est 6 000$ et 1 000$ c'est pour une durée limitée, en sachant que ça peut être un dispositif médical, j'imagine, dans nos contrées, qui pourrait être pris en charge par des sécurités sociales et des mutuelles, peut-être, dans une certaine mesure. Bon, c'est un peu moins super, mais bon. Ouais. Donc oui, Orcam, c'est des écouteurs qui permettent effectivement d'isoler, de reconnaître les voix, de les isoler. Tu peux sélectionner ton interlocuteur, ça sera amplifié et éclairci au détriment de tout le reste. Donc l'isolation de la voix, c'est précieux, si on n'entend pas très très bien. Il faut pas oublier que les pertes auditives, c'est très répandu. Même chez des individus relativement jeunes, et qu'en fait les malentendants qui s'ignorent sont des millions.
Donc il y a aussi le boîtier de traduction que j'avais évoqué au début. Là, ces appareils qui sont relativement compacts, qui jouent les interprètes comme alors il y a le MyManu Click Pro et ou le Time Kettle X1. Alors ce ne sont pas non plus complètement nouveaux puisque le MyManu par exemple, il a déjà fait d'autres trucs. Ça existe depuis quelques années, je pense. J'ai l'impression, je peux me tromper, que cette année aussi, il y a une possibilité de fonctionner offline sur le MyManu et sur le X1. Donc sur le Time Kettle X1, donc c'est des trucs qui proposent une quinzaine de langues en offline, donc tu télécharges. Le X1 va même assez loin puisqu'il propose la traduction simultanée d'une conférence à 20 participants. Donc chacun a son boîtier, et donc voilà, la traduction se fait de manière complètement automatique. C'est relativement peu cher, on va dire, c'est le prix d'un bon smartphone. Mais, enfin, c'est relativement cher, je veux dire, c'est le prix d'un bon smartphone. Mais bon, si c'est aussi bon que ce que ça le promet, finalement, évidemment, ça peut avoir le coup selon les usages, quoi. Donc c'est cher et pas cher, quoi. Ce Et sera pour pratique finir, pour les réunions du Conseil de l'Union européenne où il y a une ce multitude serait de voix. pratique, oui, voilà. Si vous travaillez dans un environnement où il y a, voilà, qui est très multilingue, forcément, ça peut être utile. Donc pour finir, on peut aussi parler de Sevi, qui est une boîte qui veut tout simplement révolutionner la cuisson, enfin, dans un futur proche, qui utilise une technique qui est peu connue, mais qui est utilisée depuis un petit moment dans l'industrie agroalimentaire, hein, c'est le PEF. Le PEF, c'est Pulsed Electric Fields, donc champ électrique pulsé. Alors le PEF, c'est un truc qui s'utilise depuis peut-être 20 ans pour pasteuriser, stériliser les aliments. Le principe, c'est de créer un champ électrique très très puissant, plusieurs dizaines de kilovolts par centimètre, donc vraiment très très fort. Donc si tu fais un champ très très fort, mais sur de très courtes périodes, quelques millisecondes, et tu fais ça des milliers de fois par seconde. Les valeurs varient, hein, évidemment, mais le but, c'est de rompre les parois membranaires des micro-organismes. Tu les déchires avec un champ électrique, et donc voilà, ça tue les micro-organismes. Donc tout ça, c'est très très appétissant. Et en quoi ça concerne mon steak? Eh bien, en utilisant ces champs électriques dans des cavités, tu peux créer des courants dans la bouffe. Et ces courants qui traversent la bouffe, hein, et la bouffe, comme toute matière, la bouffe va opposer une résistance à ces courants. Du coup, elle va chauffer. C'est ce qu'il appelle l'effet ohmique, là, quoi. Hein. Et donc, C'est pas le principe du micro-ondes? Alors, non. Non, parce que Pas le micro-ondes, vraiment. il agite les molécules. C'est encore différent, c'est ça? Non. Oui, si tu veux. Alors, le truc, c'est que Sevi va utiliser des champs électriques pulsés pour chauffer la bouffe très vite et surtout de manière totalement uniforme. En fait, Ok. c'est vraiment un courant qui traverse la bouffe. C'est un petit peu comme si la foudre traversait ton steak. Tu vois, c'est le steak de Thor. Après le steak tartare, t'as le steak de Thor. Et en fait, c'est pas du micro-ondes. Les micro-ondes, les micro-ondes sont générés par un magnétron, le magnétron du four, là. Donc ça génère effectivement des micro-ondes, donc c'est des trucs, c'est une oscillation avec une fréquence bien particulière qui peut pénétrer la bouffe et qui va chauffer une couche superficielle, donc ça va pénétrer la bouffe, ça va larguer, donc l'énergie du micro-ondes va être larguée dans la bouffe, en faisant vibrer les molécules autour, en particulier les molécules d'eau. Et après, la chaleur se diffuse peu à peu. Donc tu as un effet comme ça où ça rentre de manière assez épaisse, mais voilà. C'est pareil. En fait, c'est pareil qu'avec une chauffe infrarouge, mais ça va plus profond et c'est plus rapide que la chauffe infrarouge. Là, c'est pas la même chose. Le courant traverse tout l'aliment qui chauffe donc dans son ensemble. C'est comme un fil qui chauffe quand il est traversé par un courant, tu vois, par résistance. Et donc, et surtout, ça chauffe très très vite, du coup. C'est quasi instantanément, en fait. Hein. Enfin, quasi instantanément à chaque impulsion. Et donc, comme tu fais plein d'impulsions, tu chauffes progressivement le truc. Et comme tu maîtrises absolument tout, c'est-à-dire la durée des impulsions, l'intensité du champ, etc., ça peut cuire très vite ou tu peux avoir un grand contrôle sur la cuisson. Du coup, tu consommes moins d'énergie, puisque tu chauffes tout l'aliment assez rapidement, et tu as un assez large contrôle sur la manière de cuire, donc tu peux avoir besoin de moins de graisse pour la cuisson, par exemple, etc. Donc c'est assez prometteur. Bon, pour le moment, il y a aussi des contraintes particulières, parce que ça se fait dans des petites cavités, dans des petits contenants, comme ça, qui sont pas très volumiques. Petit four. C'est un petit four déjà, il n'est pas énorme, et puis dedans, tu as deux petits récipients qui sont encore deux fois plus petits, quoi, dans lesquels tu mets la bouffe et c'est chauffé là-dedans. Donc il y a, pour l'instant, il y a encore quelque part des contraintes, mais c'est une nouveauté assez intéressante, j'ai l'impression. Ok, intéressant et avec une vraie utilité du coup. Parfait. Et est-ce que on peut compléter du coup cette revue? Tu as noté quoi? Oui, des gadgets complètement indispensables. Forcément, je sens pointer l'ironie, Guillaume. Oui, on vient de parler d'autres trucs utiles ou prometteurs, mais enfin des conneries, il y en avait aussi beaucoup, vous inquiétez pas. Donc on parlait de gadgets santé, tu vois, figurez-vous que le CES, c'est devenu aussi le salon du barbecue. C'est le salon du barbecue. On compte plus les grills, les barbecues, les trucs à fumer, la viande connectée avec IA et tout le bordel qu'il y avait, c'est incroyable. Le barbecue et la barbaque, aux US, c'est une religion, quoi. On a pitié des pauvres âmes qui peuvent pas en faire parce qu'ils vivent en appart. Donc on a fait des barbecues électriques et connectés, des grills ou des fumoirs, des fumes machin là qui utilisent pas de flamme
Donc, indoor ou outdoor, tu as 80 modèles différents à gaz, à charbon, électrique, tout pour préparer sereinement ton cancer du côlon à 60 ans. Bon, comme truc incroyable et magique, on avait une serrure à reconnaissance faciale tout porte-à-porte d'entrée. Donc une serrure connectée à Internet, donc piratable, qui repose sur un capteur fragile et un algo d'une précision à démontrer pour ouvrir en grand la porte de ton domicile. Qu'est-ce qui peut mal se passer? On avait aussi la bicyclette ChatGPT. Ouais, c'est un vélo électrique, mais tu peux discuter avec, c'est super. Bon, un CES, ce serait pas un CES sans gadget pour chien et chat, bien entendu, comme ce piano pour chien, qui était vraiment mémorable, ou cette chatière avec IA qui laisse pas rentrer le chat s'il porte une souris, ou un oiseau, enfin 90% du temps. Donc 10% du temps, il peut rentrer quand même avec le truc. Il n'est pas capable de reconnaître ton chat à la tête, par contre, s'il est pucé, ça s'ouvre uniquement pour ton chat. Parce que ça vaut le coup d'avoir une chatière à 400 balles, qui demande en plus un abonnement à 9 $ par mois, ça, Alors je que me les le demande. chatières connectées, ça existe et c'est bien moins cher. Ça peut faire rentrer juste ton Ouais, chat. voilà. Concluons cette longue section CES par des technologies de chiottes, puisque c'est la spécialité de Kohler après tout. Il nous propose sa lunette connectée intelligente à 2149 $, qui est motorisée, chauffée, stérilisation UV, Amazon, Alexa et Google Assistant, histoire de ne pas te sentir seul pendant les moments délicats. Mais bon, le clou du spectacle, c'est probablement ces concepts de chiottes, toujours chez Kohler, qui sont tapissés d'encre électronique. Et donc, tu as des chiottes qui peuvent changer de motif à la demande, comme ça, c'est magique. Oui, bah écoute, j'espère que vous passez des agréables moments aux toilettes et que vous avez besoin d'accompagnement ou de nouveautés pour être sensible à ce type de proposition. On va faire le tour aussi de l'info qui n'est pas du CIS. Alors évidemment, si vous avez vu passer des choses dans le cadre de ce salon qui vous ont marqué, qui vous ont intéressé et vous pensez que ça aurait mérité une remarque de notre part, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur Discord, les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Mais donc, on enchaîne avec une autre partie de ce podcast, probablement un peu plus courte, mais où on vous met aussi à jour sur l'actu qu'il ne faut pas manquer cette semaine, mais qui n'a pas été abordée au CIS. A commencé, Guillaume, par X, ex-Twitter et Starlink. Exactement, parce que quelques news no CES avec cette annonce de X dans un blog de post qui envisage donc directement en 2004, qui envisage cette année 2004 comme transformationnelle. C'est bien possible d'ailleurs, mais c'est pas clair dans quel sens. Cette première étape de transformation, ça va être d'introduire le paiement entre utilisateurs mi-2024. Donc un autre pas dans la direction de la super app, tant fantasmé. X avait reçu l'accord de 32 États pour transmettre des fonds, donc il va bientôt devenir un nouveau PayPal, concrètement. Et bon, il y avait aussi des news Starlink, puisque aujourd'hui même, Starlink est désormais aussi un réseau de téléphonie mobile. Enfin, c'est le début, les premiers satellites compatibles 5G sont en orbite et les premiers textos passant par l'espace ont été envoyés à travers eux via des mobiles 5G standards, des iPhones, pour être précis. Alors pour le moment, les zones blanches de T-Mobile aux US sont donc couvertes par des Starlink pour les textos. T-Mobile est le premier partenaire. Évidemment, il devrait y en avoir d'autres et les services devraient se déployer plus largement cette année. La voie est prévue pour 2025, donc pour l'instant ça va être du texto. C'est une année chargée qui attend SpaceX avec après 96 lancements quand même de Falcon 9 et de Falcon Heavy l'an dernier. Ils visent les 140 lancements cette année avec des taux de réutilisation qui vont exploser pour tous les lanceurs, plusieurs dizaines de fois. Ils comptent sur 40 réutilisations d'ici un an ou deux. Donc ils vont compter évidemment, enfin ils comptent même pas d'ailleurs là-dedans les potentiels, la potentielle dizaine de tests de Starship. Évidemment ça dépend toujours un petit peu de plein de trucs, mais bon, si on en croit ce que dit Musk à sa dernière conférence à Starbase, là, Starship pourrait être vraiment proche du but. Il est revenu sur le dernier lancement et il a révélé qu'en réalité ce proto est presque allé en orbite. Il a presque réussi à se mettre en orbite. L'explosion, en fait, elle semble avoir été provoquée par un trop-plein de carburant. Il y avait de l'oxygène liquide en trop qui a été expulsé, et qui s'est enflammé, et ça fait péter l'ensemble. Mais cette manœuvre ne se serait pas passée si la fusée avait été en charge. Comme elle était vide, il y avait un trop-plein. Mais en principe, en usage normal, ce Starship aurait pu déjà peut-être se mettre en orbite. Waouh! Mais quoi qu'il en soit, il y a encore du boulot, puisque Starship va réussir probablement à voler sans exploser en 2024, et ça sera que le début de l'histoire. La mission Artemis nécessite pas mal de trucs nouveaux, et en particulier le ravitaillement en vol, donc à faire l'habitaillement en orbite même. Cette année, SpaceX voudrait donc valider la possibilité de ravitailler un Starship en orbite par un autre qui lui apporte du carburant. Or, un transfert de gros volumes de carburant comme ça dans l'espace entre deux véhicules, ça s'est jamais fait. Et ça peut d'ailleurs pas se faire en une fois, il faudra probablement une dizaine de lancements de Starship pour remplir complètement le deuxième vaisseau au max. Il y a du boulot donc, encore des sueurs froides pour Elon Musk en perspective, et d'ailleurs, on sait comment il se détend, parce que maintenant, on le sait, il a un perso de niveau 100 optimisé sur Diablo 4. Incroyable. Il a un druide spé poison nommé Die Harder, et il vient de finir un des défis les plus difficiles du jeu avec 2 autres personnes, et en un temps record. Il a fini l'abattoir de Zir au niveau max en 3 minutes 30,
Et c'est quand même pas mal parce qu'il faut charbonner quand même pour monter son perso, niveau 100, optimiser son stuff, etc. Donc Phil Spencer n'est pas le seul à être complètement malade de Diablo 4 et des jeux vidéo en général. Mais où tous ces gens trouvent le temps de faire ça en plus de leur boulot? Qu'est-ce que j'ai raté? Donc, j'ai raté plein Ils de font choses. croire que c'est les leurs, c'est leur famille qui bosse dessus, puis ils récupèrent le dernier niveau, j'en suis sûr. On verra où on peut aller, pourquoi pas. On peut lui laisser le bénéfice du doute. Google, Guillaume, qui ne veut décidément plus être evil, et en matière de réparation, en tout cas, il veut même être du côté du bon sens, quelque part. Oui, une jolie évolution pour le droit à réparer outre-Atlantique, hein, puisque Google y est désormais favorable. Il va pousser lui aussi pour une loi relativement forte en sa faveur en Oregon. Et après Apple, hein, c'est le deuxième poids lourd qui décide enfin de ne plus faire obstacle au bon sens, hein, je dirais. Alors formellement, Google reconnaît que les utilisateurs devraient avoir autant de contrôle sur la réparation de leurs appareils, y compris la dock et les pièces, que les fabricants ou les réparateurs agréés. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Non seulement la disponibilité des pièces et des docks, mais aussi l'arrêt des verrouillages logiciels, des verrouillages entre pièces détachées. Donc c'est des trucs qu'on connaît très bien chez Apple, que John Deere par exemple aussi fait, et dont il est friand, hein, c'est les pièces sont signées cryptographiquement, et donc elles sont interdites de s'appairer au niveau logiciel. Donc seuls ceux qui ont les bons programmes et les bons certificats peuvent mettre un autre écran dans un iPhone qui aurait cassé le sien. Tout ça pourrait devenir interdit bientôt, et c'est pas dommage, hein, c'est pourtant un retournement à 180 degrés, parce que comme Apple, Google avait fait du lobbying contre le droit à réparer à travers d'ailleurs diverses organisations. Et bon, alors je sais que ça concerne que l'Oregon pour le moment, mais c'est sûr que s'il y a des nouvelles, si une nouvelle règle sont établies pour l'Oregon, la disponibilité des pièces et des docks, etc., l'arrêt du verrouillage, forcément, ça sera aussi vrai pour le reste du monde. Ils ne vont pas faire une différence pour l'Oregon, donc tout le monde en profitera et c'est une très bonne nouvelle. Tu entreaperçois, Guillaume, avec des sources qualifiées, une hausse des prix dans l'univers des PC, et en particulier au sujet de la mémoire. Absolument, j'ai consulté ma boule de cristal et j'ai vu que le marché du PC est à nouveau en croissance, donc entre 0,3 et 3% au dernier trimestre 2023, hein, selon les experts. Donc il y a des hauts et des bas selon les fabricants. Acer c'est mieux que Dell par exemple, et bon, on se retrouve à une croissance modérée quand même, montrerait qu'on est peut-être donc à une sorte d'équilibre et qu'on est sorti de la période de Covid et de ses conséquences en tout cas, tu vois. Donc il y a eu une surconsommation en 2020 qui a amené un suréquipement et donc ça a réduit nettement les ventes les années qui ont suivi. Et puis bon, n'oublions pas que c'est l'année du PC IA et que donc il va falloir aller racheter un PC. Allez hop, on va racheter un PC IA. Eh ben oui. Nouveau clavier, il te manque la touche IA là, donc exactement. Il faut racheter un PC. Donc si vous voulez acheter, c'est peut-être vraiment le moment parce que les prix des NAND et des RAM va sans doute augmenter. En fait, c'est TrendForce qui fait état de rumeurs chez les fabricants asiatiques d'une forte hausse de prix des SSD qui serait quand même de l'ordre de 50%, donc vraiment forte, qui aurait donc accumulé des pertes. Enfin, certains auraient accumulé des pertes et donc voudraient se refaire. Donc on anticipe une hausse au premier trimestre entre 18 et 23% sur la mémoire, quand même, au sens large, disons, et ça va amener évidemment une hausse globale des prix. Alors pour l'instant, rien n'est sûr, mais enfin c'est vrai que c'est assez crédible. Ok, on est prévenu, et puis on va terminer cette revue de la tech avec des infos pas réjouissantes en matière d'emploi, puisqu'il y a des entreprises qui continuent à licencier, Guillaume. Oui, 16 janvier, et c'est même pas la première fois cette année qu'on parle de licenciement de masse, hein, plusieurs centaines chez Google, dans divers départements, et en particulier Google Assistant, qui voit d'ailleurs quelques fonctions disparaître, hein, des fonctions peu utilisées, peut-être parce que d'ailleurs on ne savait même pas qu'elles existaient. Et de son côté, Discord licencie 17% de ses employés, donc il y a un mémo acide qui a été envoyé par le PDG Jason Citron, expliquant que Discord a grossi trop... Désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Disons que Discord a grossi trop vite pendant la période de pandémie et que désormais il fallait se réajuster. Il faut dire qu'ils auraient quand même multiplié par 5 leur effectif entre 2020 et aujourd'hui. Donc Discord est toujours pas rentable, mais il n'est pas non plus en grande difficulté financière, il ne faut pas déconner, hein. Ils auraient pu être achetés par Microsoft en 2021 pour 12 milliards de dollars. Ouais, hein. Et ils ont préféré continuer de lever des fonds. Et ils en ont d'ailleurs levé récemment, encore une fois. Donc ils sont pas du tout dans le rouge en réalité, et ils veulent entrer en bourse prochainement, on va dire. Et ils comptent d'ailleurs passer dans le vert cette année, ce qui ne serait pas une mauvaise idée d'ailleurs avant de faire le grand saut. Enfin, il y a Human, donc les créateurs de l'AIPIN, qui licencient déjà 4% de leurs employés. Bon, mais ça fait que 10 personnes. C'est peu, mais bon, ça montre que les budgets seront quand même réduits cette année, hein, ce qui peut vouloir dire qu'ils ne comptent pas ramasser des valises de billets avec leurs gadgets c'est en 2024. Plus généralement, on peut dire que le métier d'ingénieur de programmeur a pris un sacré coup cette année. Hein. Le secteur est devenu beaucoup plus compétitif parce que les codeurs licenciés sont très nombreux, à peu près 400 000 entre 2022 et 2023.
Et tous ces gens sur le carreau, ils cherchent un autre poste. Et donc c'est très dur, d'autant que les boîtes embauchent beaucoup moins que jadis. Et donc on s'en doutait, mais bon, il y a un article de Vice qui l'illustre très bien avec des témoignages, des cas de gens avec expérience, et bien sûr, qui n'ont rien trouvé après 250 candidatures, une trentaine d'entrevues. Sur un sondage de presque 10 000 programmeurs, il n'y en a que 6% qui sont confiants et pensent avoir rapidement un nouveau poste. 32% ne sont pas confiants du tout, et 80% disent que le marché est beaucoup, beaucoup plus tendu qu'avant. Pendant longtemps, codeur, c'était une carrière relativement sûre et pépère aux États-Unis, avec de bons salaires. Mais c'est fini, et avec un tel niveau de compétition, les salaires vont probablement baisser, ce qui en Amérique est aussi synonyme de plus de difficultés pour rembourser son prêt étudiant. Et pour couronner le tout, il y a l'IA. Et déjà en janvier dernier, Sundar Pichai disait que l'IA pourrait réduire le temps de codage de 6%. Et pour certains experts, ça ferait exactement 6% d'heures en moins à payer, et voilà. Donc si seuls 28% des codeurs se sentent menacés par l'IA, en tout cas pour tout de suite, 60% pensent qu'en général, dans l'avenir, les boîtes embaucheront moins à cause de ces nouveaux outils. Eh ben, on verra si ça se vérifie et on vérifiera surtout au fil de l'année 2024 la santé de l'emploi dans le monde de la tech. C'est un sujet depuis quelques mois maintenant. On termine cet épisode de Tech Café Guillaume avec les jeux vidéo, avec un petit retour au CES 2024 d'une certaine manière, avec une nouvelle démo. Ah, j'ai hâte de savoir si ça t'a convaincu Guillaume et si tu as hâte de voir arriver ça dans les jeux vidéo. Oui, on parle un tout petit peu de Ace, puisque c'est jeux vidéo, donc il y avait une nouvelle démo au CES. C'était mentionné à la conférence Nvidia, il y a une nouvelle démo de ce qui pourrait bien lourdement changer le jeu vidéo à l'avenir, mais peut-être dans un horizon un peu plus lointain. C'est sûr qu'on a peut-être besoin, je ne sais pas si vous avez joué à Skyrim par exemple, si vous connaissez le coup de la flèche dans le genou, parce que dans Skyrim, tous les gardes du jeu te racontent la même histoire. Donc ils ont pas beaucoup de lignes de dialogue si tu veux, et ils finissent toujours par te dire la même chose. Ils te disent toujours qu'eux aussi, en leur temps, ils étaient des aventuriers jusqu'à ce qu'ils reçoivent une flèche dans le genou. Et là, ils ont dû se ranger, devenir des plantons en bord de ciel. Donc la répétition de ce truc est vraiment cocasse, en fait. C'est devenu un mème, tout simplement. Et c'est précisément pour éviter ce ridicule que Convey veut des NPC dotés d'intelligence artificielle. À qui tu pourrais parler ? Comme toi, moi, voilà, on pourrait parler normalement, quoi. Et c'est nouveau, qui pourront aussi se parler entre eux et être conscients de leur environnement. Et ça, c'est une nouveauté du CES. Donc dans la démo, il y a 2 NPC. Donc on est dans le même bar cyberpunk que la dernière fois par contre. Donc on a le barman en fait, c'est un bar qui fait des nouilles aussi, voilà, c'est une sorte de resto de nouilles. Et donc tu as 2 NPC, le barman et une meuf, au comptoir, qui discutent de WCCF Tech, le site où la vidéo a été postée, donc en clin d'œil comme ça, effectivement, ils discutent même de cryptographie, je crois, donc c'est assez rigolo. Et donc, pour montrer en fait qu'ils peuvent vraiment discuter de tout, de sujets qui sont clairement pas prévus par les programmeurs à la base, quoi. Et ensuite, le journaliste parle à une femme, donc à cette femme au bar de vive voix, et au barman aussi, il peut lui demander des actions particulières. Donc, il fait sa commande. Plus impressionnant, il pose des questions sur les objets un petit peu random qui se trouvent autour de lui, comme un petit mannequin Neko, un petit chat là, qui est dans le décor. Tu regardes un truc, et puis, évidemment, le logiciel sait ce que tu regardes, et donc le NPC parle de ça. Et ça marche presque bien. Bon, évidemment, c'est impressionnant de base, mais quand même, parfois, il rate des trucs, et puis il y a toujours une légère latence quand tu finis de parler qui rend la chose un petit peu artificielle. Mais bon, c'est vrai que c'est prometteur. Alors, je suis toujours un peu partagé, c'est vrai que j'ai évidemment envie de tester ça, mais je suis pas sûr que parler de vive voix déjà, ça soit une super idée. Parce que déjà, je sais pas si ça conviendra à tout le monde de parler comme ça dans toutes les situations, tu vois. C'est je sais pas, tu joues à ton jeu vidéo dans ton coin, tu discutes avec ta télé, ça fait un peu bizarre, tu vois, pour les gens qui sont autour quand même. J'aime bien l'option texte perso, évidemment, si t'as une option texte, comment tu fais sur console, c'est beaucoup moins pratique avec une manette, donc je sais pas. Évidemment, il faudra que ça puisse se faire offline aussi, parce que sinon, évidemment, il faut une connexion permanente, ça peut revenir cher, bon. Je sais pas, c'est un petit peu... Voilà, pour l'instant, en plus, je dois bien avouer que, personnellement, je discute pas tant que ça dans les jeux vidéo, tu vois. Je suis pas le genre à épuiser toutes les lignes de dialogue, tu vois, essayer de regarder tout le lore et tout. Je suis un petit peu à la plus base, direct je que suis ça. pile l'inverse. Je suis genre, je débarque dans un village et je vais parler à tout le monde et Voilà, tous les donc arbres toi, de dialogue possibles, c'est moi. parfait. C'est parfait, Ouais. parce que moi, c'est vrai que je suis un petit peu plus direct, on va dire, sur les objectifs, mais toi, t'es peut-être complètement le client Oui. pour ce genre de truc. Oui. Mais du coup, ça me poserait un vrai problème. C'est que moi, j'ai un sentiment d'avoir profité du jeu à 100% en faisant ça. Mais du coup, comme le contenu serait généré par intelligence artificielle, j'aurais un problème. C'est que j'aurais le sentiment que dans tous les cas, je ne pourrais jamais avoir le sentiment d'avoir abordé la totalité du jeu, puisque par définition, je n'aurais abordé qu'une parcelle de la personnalité du jeu. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, bah, c'est sûr qu'il faudrait Je serais bien se dire frustré. qu'effectivement, le contenu est virtuellement infini, quoi, tu vois. Eh oui, c'est ça. Tu peux pas Mmh, épuiser les lignes de dialogue, c'est vrai. mmh, mmh, mmh. Pareil, hein, réagissez sur Discord, on sera ravis d'avoir vos retours, Comme voir dans la comment vraie vous vie. appréciez effectivement, oui, comme dans la vraie vie. Steam, Guillaume, qui Oui, accepte bah, aussi, juste une micro-news, l'évolution. hein. Voilà, on finit sur Mmh. 2 micro-news, puisque Steam, effectivement, a encore une fois changé ses règles concernant en gros, pour soit l'art génératif, ou en tout cas l'utilisation de l'IA dans ces jeux, en tout cas pour créer des jeux. C'est-à-dire que maintenant, c'est tout à fait autorisé, sauf qu'il faut le dire. Il faut dire, effectivement, si tu as utilisé de l'IA pour créer ton jeu, C'est et à pas quel mal. niveau. Si c'est Mmh. pour la musique, si c'est pour les graphismes, si c'est pour peut-être même le code, d'ailleurs, hein, je ne sais pas. Mais probablement. Donc en fait, il faut être transparent, mais a priori, Steam va accepter les jeux qui utilisent le contenu IA. Bon, évidemment, tant que ça enfreint pas le droit d'auteur. C'est logique, je dirais. Mmh. C'est du bon sens. On termine avec les ventes des consoles au Japon, Guillaume. Oui, juste encore quelques petits chiffres. En fait, c'est Famitsu qui donc relève des ventes de consoles au Japon. Et ces chiffres sont assez marrants parce que, bah, en fait, on se rend compte que la Switch ne veut pas mourir, quoi. Oh là 4,06 millions d'unités vendues en 2023. oh C'est à là là. peine moins qu'en 2022, où les en avait vendu 4,8 millions. Je rappelle que la Switch a 6 ans déjà, quand même. C'est quand Mmh. même assez fou. Bon, peut-être même plus d'ailleurs, mais je crois qu'elle a 6 ans. Donc c'est vraiment, vraiment incroyable là, pour une console. Alors, il faut voir que sur la totalité de sa vie, la Switch est déjà vendue à 32 millions d'exemplaires au Japon. Et donc, il y a donc une autre bonne nouvelle aussi pour Sony, puisque la PlayStation 5 s'est vendue à 2,58 millions d'unités en 2023 au Japon. C'est beaucoup mieux que l'année d'avant où elle s'était vendue qu'à Ah ouais. 1,15 million d'exemplaires. Donc ça veut dire qu'elle décolle vraiment parce que la disponibilité est là aussi, hein, bien entendu. Et c'est les meilleurs chiffres depuis la PlayStation 2, en fait, pour Mmh. les chiffres de vente au Japon. Donc il y a une sorte de retour, parce qu'il y avait quand même un gros creux des ventes des consoles au Japon pendant pas mal de temps. Et c'est vrai qu'en 2004, la PlayStation 2 avait vendu 2,59 millions d'unités. Et donc on est très proche, hein, des chiffres de la PlayStation 5 cette année. Bon, évidemment, on peut se demander qu'est-ce qui se passe pour Microsoft. Et comme depuis presque toujours, hein, la Xbox au Japon, ça existe vaguement pas, puisque la Series X s'est vendue à 141 000 exemplaires en 2023, et sur la totalité de sa vie au Japon, elle s'est vendue à 540 000 exemplaires, autant dire que c'est un petit peu anecdotique quand même. Dommage, bien essayé pour Microsoft et ils ne lâcheront pas le morceau, j'en suis sûr. Merci Guillaume pour cette grande revue de la tech et du CES 2024. On se retrouve évidemment dans quelques jours pour le supplément de Tech Café pour aller un petit peu plus loin dans l'actu des nouvelles technologies. Et puis bien sûr, on se retrouvera aussi la semaine prochaine pour un prochain épisode hebdo. Mais en attendant, vous le savez et j'aime à le rappeler, vous pouvez nous soutenir sur Patreon, patreon.com/techcafé. Ça nous encourage évidemment et ça contribue à faire de Tech Café un vrai travail à gérer semaine après semaine, mais pour notre plus grand plaisir. N'hésitez pas à déposer un avis sur Apple Podcasts ou sur Podcast Addict, ce qui nous permet de vous citer évidemment dans les prochaines émissions, mais aussi et surtout de rendre crédible le podcast pour celles et ceux qui les découvriraient sur les apps de podcast. On vous invite aussi à discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Petit rappel, hein, encore une fois, si vous vous abonnez à Patreon, vous pourrez avoir l'opportunité d'en savoir plus sur Obsidian début février avec notre premier meet-up virtuel privé. J'ai hâte. Et puis en attendant, j'ai aussi hâte de te retrouver, Guillaume. Et là, tu vas pouvoir me dire, et peut-être même dire à nos auditeurs, où est-ce qu'on peut te retrouver. On va me retrouver à la caisse d'épargne en train de négocier un prêt pour une télé pliante, bien entendu. Ah bon? J'aurais pas Ici... soupçonné, tu vois. Non, mais ça marchera pas. Mais si ça marche pas, je pourrais toujours me rabattre sur un four, tu sais, sur un four PEF, sur le four de Thor, là. Tu sais, Mais bien sûr. Ah oui, celui ça, qui envoie la ça donne envie foudre de dans ta tester. bouffe. Ça donne envie de tester un plat préparé avec ça, par contre, effectivement, et de le voir préparé de cette manière-là. Moi, je vais peut-être m'équiper d'un fumoir. J'ai toujours rêvé d'avoir un fumoir. Je suis sûr que ça me servirait à peu près tous les jours. Mais en attendant, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et sur les réseaux sociaux. Et évidemment, dans quelques jours, dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.